Il y a au cœur de l'Italie médiévale une ombre qui ne s'efface jamais tout à fait. Entre les collines silencieuses de Toscane, les lagunes immobiles de Venise et les plaines traversées par des routes anciennes, des puissances minuscules sont devenues des mondes en elles-mêmes. Des cités entourées de murailles ont donné naissance à des rêves plus vastes que les royaumes qui tentaient de les contenir. C'est une histoire façonnée par la lenteur, par la patience, par les alliances tissées dans le secret. Une histoire où chaque ville voulait durer un peu plus longtemps que ses voisins, où le commerce valait autant qu'une armée, où les archives d'un monastère pouvaient décider du destin d'un peuple. Dans ses ruelles étroites et ses salles d'audience baignées de pénombre, l'Italie médiévale s'est inventée elle-même, fragmentée, ambitieuse, insaisissable. Il existe dans les premiers siècles du Moyen Âge italien une sorte de vide sonore, un espace où les voix semblent s'être tues et où les traces du passé se mêlent à la poussière. Le déclin de Rome n'a pas été un effondrement brutal, mais une lente respiration qui s'éteint. Les routes qui reliaient autrefois le cœur de l'Empire aux provinces les plus lointaines ont continué d'exister, mais elles portaient désormais moins de pas, moins de discours, moins d'ordre. Dans cette Italie fragmentée, les ruines vraiment n'étaient pas seulement des pierres, elles étaient soit des souvenirs d'un monde révolu que l'on traversait sans toujours le comprendre. Au Ve siècle, lorsque les structures romaines commencent à se fissurer, l'Italie ressemble à une terre hésitante. Les peuples germaniques, tour à tour ostrogoths, lombards et autres groupes nomades, ne viennent pas simplement envahir. Ils s'installent dans les interstices laissés libres, comblant l'espace d'un pouvoir diffus, parfois brutal, souvent improvisé. Ce n'est pas une succession d'empires conquérants, mais une longue période où les règles se redéfinissent lentement, où chaque vallée et chaque ville tentent de survivre avec ce qu'elles possèdent. Dans les campagnes, la vie continue sous une forme presque immobile. Les grandes villas romaines se vident, les terres se morcellent, et l'autorité se déplace vers des lieux plus protégés, des villages fortifiés, des hauteurs difficiles à atteindre, ou parfois simplement des hameaux rassemblés autour d'un homme assez puissant pour garantir la sécurité. Ce n'est plus l'État qui dicte la vie quotidienne, mais des liens personnels, fragiles, faits d'obligations réciproques et de promesses tenues dans le silence. Rome elle-même n'est plus que l'ombre d'elle-même. Le siège épiscopal conserve un prestige immense, mais la ville se dépeuple, ses aqueducs se brisent un à un, et les collines autrefois immenses deviennent des refuges pour ceux qui restent. Le passé glorieux est partout, mais il devient une présence muette. On vit parmi les monuments comme on vit parmi des spectres familiers sans être capable de les ranimer. Cette coexistence étrange entre grandeur ancienne et pauvreté nouvelle donne au début du Moyen Âge italien une atmosphère presque irréelle. Les Ostrogoths, guidés par Théodoric, tentent pourtant de préserver quelque chose de l'ordre romain. Théodoric respecte les lois, les élites, et cherche même à maintenir les infrastructures qui permettent à la péninsule de fonctionner. Mais cet équilibre repose sur une illusion délicate, celle d'une continuité possible. Les tensions religieuses, l'opposition entre traditions gothiques et romaines, et surtout l'absence d'une véritable machine administrative rendent cette tentative éphémère. L'Italie reste une mosaïque fragile qu'un léger souffle suffit à disperser. Lorsque les Lombards arrivent au VIe siècle, ils ne trouvent pas un pays prêt à résister. Ils pénètrent dans des régions déjà affaiblies où le pouvoir byzantin tente de s'accrocher, mais où les populations locales doivent réapprendre à vivre sous des dominations successives. Les Lombards s'installent dans le nord et le centre, créant des duchés qui échappent souvent à leur propre roi et provoquent un paysage politique morcelé, imprévisible, fait de frontières mouvantes et d'alliances temporaires. Dans un monde où la continuité administrative a disparu, ce sont les traditions locales qui se renforcent. Chaque ville, chaque groupe humain cherche une forme d'autonomie. L'Italie médiévale commence à se dessiner non pas comme un royaume unifié, mais comme une constellation de pouvoirs minuscules, souvent rivaux, parfois alliés, toujours soucieux de préserver leur propre survie. Cette fragmentation, loin de n'être qu'un signe de faiblesse, deviendra progressivement l'une des caractéristiques les plus profondes de la péninsule. Les siècles s'écoulent avec lenteur. Dans les zones boisées, d'anciens villages se transforment en bourgs entourés de palissades. Les terres abandonnées sont reprises, cultivées autrement. Les populations se déplacent vers des lieux plus sûrs, souvent en hauteur, donnant naissance à ce qui deviendra plus tard de nombreuses villes toscanes et ombriennes. Le relief semble guider l'évolution sociale. La colline protège mieux que la plaine et le clocher d'une petite église peut devenir un signal de cohésion pour toute une communauté.
Les Byzantins, dans le sud et le long de certaines côtes, tentent de maintenir leur présence, mais leur autorité est lointaine, affaiblie par les guerres incessantes qui les opposent aux Lombards. La péninsule devient un théâtre de forces extérieures qui n'arrivent jamais vraiment à maîtriser ce qui leur échappe. Des cités anciennes, des traditions fortes, et surtout une géographie qui transforme chaque ambition en un défi. Dans cette période incertaine, les populations cherchent de nouvelles formes de stabilité. Ce ne sont plus les institutions romaines qui rassurent, mais des figures locales, des évêques, des grands propriétaires, des hommes influents qui peuvent protéger ce qui reste à protéger. L'Église joue un rôle essentiel, non pas comme puissance uniforme, mais comme réseau d'autorités dispersées, capable d'offrir un semblant d'ordre dans un monde fragmenté. L'Italie médiévale naît ainsi dans un silence rempli d'échos. Les récits du passé résonnent encore, mais les certitudes anciennes disparaissent. Non, ce n'est pas seulement une transition politique, c'est un changement de rythme, une transformation lente de la manière de penser l'espace, le pouvoir et la communauté. Les habitants de ces siècles obscurs ne voient pas le Moyen-Âge comme une époque nouvelle, mais comme une adaptation nécessaire, une réponse à la disparition progressive de ce qui avait structuré leur monde pendant des siècles. Et pourtant, dans ce silence, des germes invisibles commencent à se former. Les villes se réorganisent, les échanges reprennent timidement, des routes se rouvrent. Rien n'est encore clair, mais quelque chose se prépare. L'Italie, qui semblait noyée dans l'ombre, s'apprête à devenir un territoire où la fragmentation donnera naissance à de nouvelles formes de pouvoir et à de nouvelles ambitions. Ce lent éveil mènera vers d'autres forces, d'autres bâtisseurs, d'autres gardiens de l'ordre, les monastères. Leur rôle, discret mais essentiel, s'installera bientôt au cœur de cette renaissance silencieuse. Au fil des siècles qui suivront l'effacement progressif de Rome, un autre type de structure, plus silencieuse, plus ancrée dans la pierre et la prière, commence à façonner la vie italienne. Les monastères. Leur présence ne se remarque pas d'abord par la force ou la richesse, mais par une sorte de stabilité immobile qui contraste avec un monde extérieur marqué par l'incertitude, les invasions et l'éclatement des anciennes institutions. Là où les routes se brisent, où les royaumes se disputent des territoires qui changent de maître en une génération, les monastères apparaissent comme des îlots de continuité. Leur rôle n'est pas seulement religieux, bien sûr les moines prient, écrivent, méditent, mais ils deviennent aussi des administrateurs involontaires, des gardiens du savoir, des points de référence dans un territoire fragmenté. Le voyageur qui traverse l'Italie médiévale sait qu'entre la mer et les montagnes, entre les forêts encore sauvages et les villages qui se relèvent à peine du chaos, il trouvera toujours un monastère capable d'offrir refuge, soin ou simplement un moment de paix. Au début, ces communautés sont modestes, souvent isolées. Elles s'installent là où les terres sont disponibles, dans des vallées reculées, près d'anciens domaines romains abandonnés ou sur des collines qui offrent une vue dégagée sur les alentours. Le choix de l'emplacement n'est pas seulement spirituel, il répond aussi à des nécessités pratiques. Les moines défrichent, cultivent, construisent des systèmes d'irrigation simples mais efficaces. Leur stabilité matérielle attire les populations voisines qui, à leur tour, contribuent à tisser autour du monastère une forme d'économie locale. Le courant bénédictin, né au VIe siècle avec la règle de Benoît de Nursie, offre une structure nouvelle à ces communautés. La règle insiste sur l'équilibre entre la prière, le travail et la lecture. Ce n'est pas seulement un programme spirituel, mais une méthode d'organisation. Grâce à cette discipline, les moines deviennent de remarquables gestionnaires de terre. Ils savent organiser la production, répartir les tâches, préserver les ressources. Dans un monde où les pouvoirs politiques sont instables, cette compétence fait du monastère un acteur essentiel. Les monastères deviennent également des archives vivantes. Alors que les villes perdent leur institution civile, que les magistratures romaines disparaissent ou se transforment, les moines conservent les chartes, les titres de propriété, les contrats anciens. Ils savent écrire, compter, tenir des documents, et cette simple capacité les place au cœur des affaires locales. Quand un conflit naît pour une terre ou un droit de passage, on vient consulter les moines. Leur parole, adoucie par la religion mais renforcée par leur maîtrise des textes, acquiert un poids que peu contestent. Le scriptorium devient l'une des salles les plus importantes d'un monastère. On y copie avec soin des manuscrits anciens, souvent menacés de disparition. Certaines œuvres de l'Antiquité survivent uniquement grâce à la patience d'un moine anonyme qui, un soir d'hiver, recopia des lignes qu'il ne comprenait peut-être pas entièrement, mais qu'il savait importantes.
La lumière tremblante d'une lampe à huile éclaire ces gestes simples, et pourtant, ils portent une part essentielle de l'histoire intellectuelle de l'Italie. Mais le rôle des monastères ne se limite pas à la préservation. Ils inventent aussi. L'agriculture médiévale doit beaucoup aux moines. De nouvelles techniques d'assainissement, des sols, des méthodes de rotation des cultures, l'introduction de plantes mieux adaptées aux climats locaux. Tout cela naît de l'observation quotidienne, du besoin d'assurer la survie de la communauté et de ceux qui vivent dans l'ombre de ses murs. Par la maîtrise des terres, les monastères deviennent de véritables centres économiques capables de dynamiser des régions entières. À mesure que les Lombards s'installent en Italie et que les Byzantins entendent de conserver leurs possessions, les monastères jouent aussi un rôle diplomatique. Ils sont souvent les seuls lieux où l'on parle plusieurs langues, où l'on connaît les usages d'autres régions. Les abbés, respectés pour leur savoir et leur neutralité supposée, servent parfois de médiateurs dans des conflits locaux. Leur autorité n'est pas celle d'un pouvoir militaire, mais celle du temps. Ils incarnent la durée dans un monde qui change trop vite. Cette influence attire inévitablement les regards des puissants. Certains monastères deviennent des partenaires essentiels pour les rois lombards. D'autres se rapprochent de Rome et du pape, qui voit en eux un outil pour renforcer son influence sur une péninsule encore largement éclatée. Cette proximité donne naissance à de nouvelles tensions, car les monastères ne sont pas des entités totalement isolées du monde. Ils possèdent des terres, des droits, parfois d'immenses domaines agricoles, ce qui les expose aux convoitises. Au 8e siècle, alors que les Lombards s'affaiblissent et que les liens entre Rome et les Carolingiens se renforcent, les monastères deviennent des instruments politiques. Charlemagne, après avoir conquis le royaume lombard, soutient activement les réformes monastiques, cherchant à uniformiser la règle bénédictine. Cette unification donne à l'Italie un réseau plus cohérent de centres spirituels et administratifs, capable de soutenir la domination carolingienne malgré les distances et les difficultés. Certains monastères atteignent une influence telle qu'ils deviennent presque des villes en eux-mêmes. L'abbaye du Mont-Cassin, reconstruite plusieurs fois, devient un phare culturel. Bobbio, dans le nord, joue un rôle similaire grâce à son scriptorium et à son réseau de relations avec d'autres centres européens. Ces lieux sont à la fois des refuges, des écoles, des bibliothèques, des exploitations agricoles et des foyers politiques. Ils représentent dans ce que l'Italie médiévale a de plus stable et de plus durable. Pourtant, malgré cette puissance croissante, les monastères conservent souvent une apparence de sérénité. Ils s'élèvent au milieu de forêts ou de collines, entourés de murs austères, traversés par des couloirs où résonnent les pas feutrés de moines dévoués à la régularité de la vie. À l'intérieur, tout rappelle la discipline. Les heures fixes, les repas simples, les chants qui rythment la journée. Cette vie réglée donne à la communauté une unité qui semble inébranlable, même lorsque les royaumes s'effondrent autour d'elle. Avec le temps, cette stabilité attire les populations voisines. Des villages se forment près des monastères, profitant de leur protection et de leur organisation. Ce phénomène, en apparence spontané, prépare la renaissance urbaine future. Les monastères, sans le vouloir vraiment, mettent en place les conditions qui feront émerger les communes italiennes. Ils enseignent l'idée qu'une communauté peut s'autogérer, que la coopération et la discipline peuvent produire de la prospérité. Lorsque les premiers frémissements des villes renaissantes apparaissent, lorsque les bourgs deviennent des marchés, lorsque les routes s'ouvrent à nouveau, l'Italie entre dans un autre rythme. Mais cette transformation n'efface pas le rôle des monastères. Elle s'appuie sur eux, sur les terres qu'ils ont façonnées, les savoirs qu'ils ont préservés et les liens qu'ils ont tissés entre des populations autrefois isolées. Et bientôt, dans cette Italie où les murs se relèvent et où les places comme The Task commencent à s'animer, une nouvelle forme de pouvoir va apparaître, celui des communes qui, dans l'ombre des clochers, apprendront à parler d'égalité, de droit et de gouvernement partagé. Lorsque les monastères ont commencé à structurer les territoires autour d'eux, ils n'ont pas seulement offert refuge, savoir et stabilité. Leur présence a lentement transformé l'espace italien, ouvrant la voie à un phénomène qui finirait par marquer profondément toute l'histoire médiévale, l'émergence des communes. Mais pour comprendre comment ces cités autonomes ont surgi, il faut se revenir aux routes, aux chemins hésitants qui traversent l'Italie et qui, pendant plusieurs siècles, se sont dégradés, reconstruits puis réinventés. Les routes romaines, autrefois droites et solides, ont souffert de l'abandon progressif de l'administration impériale. Certaines sont encore visibles, mais recouvertes de végétation.
parfois interrompus par un pont effondré ou un glissement de terrain que personne n'a pris la peine de réparer. D'autres ne survivent que dans la mémoire des voyageurs et dans les textes conservés par les moines. Pourtant, même dans cet état de ruine, ces routes restent l'ossature invisible sur laquelle l'Italie médiévale tente de se réorganiser. Ce sont les marchands, les pèlerins et parfois les soldats qui redonnent vie à ces chemins. À mesure que les années passent, certains tronçons se reforment, entretenus non plus par un pouvoir central, mais par les communautés locales soucieuses de ne pas être isolées. La circulation, même limitée, devient un enjeu fondamental. Une ville qui peut échanger, se relier, vendre et acheter a plus de chances de survivre qu'un bourg enfermé dans ses murailles, dépendant uniquement de ses propres ressources. À proximité de ces routes, les bourgs se densifient. Ce ne sont pas encore des villes au sens plein, mais des lieux de rassemblement où s'échangent encore des biens indispensables, sel, blé, textiles, outils, bêtes de somme. Les marchés s'installent d'abord de manière ponctuelle, souvent un jour précis de la semaine, puis progressivement, certains bourgs acquièrent une fonction permanente. Des artisans s'y installent, des familles s'y enracinent, des magistrats locaux, parfois issus du clergé, parfois de l'aristocratie rurale, commencent à régler les affaires du lieu. Au cœur de ces transformations naît une conscience nouvelle, celle que la communauté locale, organisée, disciplinée, peut gérer ses propres affaires. Cette idée prend racine lentement, presque imperceptiblement. Elle s'appuie sur des habitudes déjà présentes: la gestion collective des pâturages, l'entretien commun d'un pont, l'administration partagée d'une église ou d'un marché. À mesure que les échanges reprennent, ces pratiques s'étendent. Chaque décision concertée devient une pierre posée sur la longue route qui mènera plus tard à la commune. Mais cette évolution ne se fait pas dans un vide politique. L'Italie du Haut Moyen Âge reste fragmentée entre plusieurs forces. Les héritiers du pouvoir lombard, l'administration byzantine, encore présente sur certaines côtes, les seigneurs locaux qui ont profité des instabilités pour renforcer leur domination, et bien sûr l'Église, qui cherche à maintenir son autorité à travers un réseau complexe de diocèses et d'abbayes. Au milieu de ces influences, les bourgs en croissance doivent constamment défendre leur autonomie naissante. Certaines routes, autrefois des artères romaines, deviennent de véritables lignes de fracture. Là où passent les échanges, passent aussi les tensions. Un seigneur veut percevoir un péage. Un monastère revendique des droits anciens. Un duc lombard exige des taxes. Un représentant byzantin impose une nouvelle règle. Les habitants des bourgs doivent négocier, argumenter, parfois résister. C'est dans cette tension entre contraintes extérieures et besoins internes que se forge peu à peu l'esprit communal. L'un des moteurs essentiels de cette transformation est le commerce. Même affaibli, même irrégulier, il permet à certaines communautés de s'enrichir. Un bourg situé à la croisée de routes rénovées ou près d'un port redevenu actif devient un centre d'échange. Les familles de et de marchands s'y installent, accumulant des capitaux, acquièrent des relations. Ces familles apprennent à tenir des comptes, à faire crédit, à négocier. Leurs compétences les placent au centre des décisions locales. On leur confie la gestion des poids et mesures, la surveillance des transactions, la collecte des taxes. Ce pouvoir économique, encore fragile, commence à se transformer en pouvoir politique. Les marchands, les artisans, les chefs de famille influents demandent à participer à l'organisation du bourg. Ils veulent plutôt protéger leurs intérêts, garantir la stabilité, éviter que des décisions arbitraires ne viennent ruiner les efforts engagés pour reconstruire les circulations et les marchés. Peu à peu, ils forment des assemblées. Au départ, il ne s'agit que de réunions informelles, organisées dans une église, sur une place ou dans la demeure d'un notable, mais ces assemblées les prennent de l'ampleur, structurent sur leurs méthodes, fixent leurs règles. Dans certains bourgs, un serment collectif était prononcé. Ce serment, souvent simple, scelle l'engagement de plusieurs familles à s'entraider, à défendre les intérêts communs, à maintenir la paix à l'intérieur des murs. Cette pratique est l'un des gestes fondateurs de la commune. Elle fonde l'autorité non pas sur la naissance ou la force, mais sur un accord volontaire, sur une idée de solidarité citoyenne avant l'heure. Le mot même de commune, qui apparaîtra plus tard, traduit cette notion d'association libre destinée à gérer un territoire. À mesure que les bourgs se structurent, ils revendiquent le droit d'élire leurs représentants. Ces élus, souvent appelés consuls dans les premières communes, sont chargés de régler les disputes, d'organiser les marchés, de veiller à la sécurité. Leur autorité reste limitée par les serments collectifs. Ils ne gouvernent pas en maîtres absolus,
mais comme mandataires d'une communauté dont la cohésion repose sur l'équilibre, la négociation et le respect des droits de chacun. L'apparition de ces institutions locales donne à l'Italie un visage nouveau. Contrairement à d'autres régions d'Europe où les royaumes centralisés dominent, l'Italie développe une tradition d'autonomie urbaine. Chaque ville devient une petite entité politique, consciente de sa singularité, prête à défendre jalousement ses libertés. Ces libertés ne sont pas théoriques, mais profondément ancrées dans le quotidien. Elles s'expriment dans le fonctionnement du marché, dans la justice rendue, dans la gestion des terres communes, dans le maintien de la paix interne. Les routes, désormais mieux entretenues par les communes elles-mêmes, deviennent le symbole de cette autonomie. Elles relient les cités entre elles, favorisent les alliances, mais aussi les rivalités. Car l'essor des communes entraîne inévitablement une compétition. Chaque ville veut accroître son influence, attirer les marchands, maîtriser les flux, défendre ses intérêts économiques. Le commerce devient un terrain de confrontation autant qu'un facteur de croissance. La montée des communes s'accompagne également d'un développement culturel. Les notaires, indispensables pour rédiger les actes officiels, deviennent des figures centrales. Ils savent écrire, comprendre les lois, manier les archives. Leur formation donne naissance à une élite lettrée capable de défendre les droits de la commune face aux seigneurs, aux évêques ou même au pape. Cette capacité à produire des documents officiels, à construire une mémoire juridique, fait partie de la force des cités italiennes. Ce mouvement, encore fragile au début, va bientôt s'amplifier. Les communes ne sont plus seulement des bourgs organisés, mais des entités politiques prêtes à s'affirmer ouvertement. Elles bâtissent des murailles plus imposantes, créent des milices citoyennes, négocient avec des princes étrangers, signent des accords avec d'autres villes. L'Italie, autrefois morcelée en domaines ruraux, se transforme en un ensemble d'États urbains, chacun avec son identité, sa fierté, ses ambitions. Dans ce monde en transformation, une nouvelle force va bientôt émerger, celle des familles qui, dans l'ombre des institutions, tissent des alliances, accumulent de la richesse et cherchent à orienter le destin de leur ville. Des familles qui ne se contentent pas de suivre les changements, mais cherchent à les dominer. Des lignages qui, avec patience et stratégie, écriront une nouvelle page de l'histoire italienne. Lorsque les premières communes commencent à se dresser comme de petites cités autonomes, organisées autour de leurs marchés, de leurs remparts et de leurs assemblées, un mouvement plus discret se met en place dans leurs ruelles étroites. Ce mouvement n'a pas la clarté d'un décret ou la structure d'un serment collectif. Il n'apparaît pas dans les chroniques, du moins pas au début. Il se glisse dans les interstices du pouvoir communal, dans les espaces que les institutions ne parviennent pas encore à contrôler. Ce mouvement, ce sont les familles. Elles ne sont pas encore les dynasties flamboyantes que l'Italie connaîtra plus tard. Elles sont d'abord des lignages enracinés, des groupes de parenté élargis, des réseaux tissés autour d'une maison, d'un atelier, d'un patrimoine foncier ou d'un souvenir ancien. Dans une ville en pleine transformation, où les règles se réinventent et où l'autorité change de forme, ces familles levées deviennent des points d'ancrage. Elles offrent protection, continuité, solidarité. Elles deviennent des acteurs politiques avant même de se percevoir comme tels. Dans les premières décennies de la vie communale, les familles d'Aiele jouent un rôle avant tout social. Elles accomplissent les rites, organisent les mariages, règlent les conflits privés, protègent leurs membres. Mais cette protection déborde rapidement le cadre domestique. Un membre influent peut obtenir l'appui de ses proches pour devenir consul ou conseiller. Un autre peut utiliser les ressources familiales pour financer une milice locale ou entretenir une clientèle d'artisans et de petits commerçants. Le pouvoir s'exerce alors non pas dans la lumière des assemblées publiques, mais dans les réunions familiales, lors des fêtes religieuses, autour d'une entrée de maison où se croisent voisins et alliés. Les villes italiennes, en pleine croissance, offrent à ces familles un terrain propice. Le commerce génère de nouvelles richesses. La terre, jadis le principal critère de statut, devient seulement l'un des éléments de la puissance familiale. Désormais, un atelier de drap à Florence, un entrepôt de marchandises à Gênes, une flotte de navires à Venise, une carrière de pierre à Milan peuvent être à l'origine d'un pouvoir durable. Les familles apprennent à miser sur les activités économiques autant que sur les alliances politiques. Cette dévolution crée une tension nouvelle au sein des communes. L'idéologie officielle met l'accent sur l'égalité des citoyens, sur la rotation des charges, sur la défense du bien commun. En surface, les institutions communales veulent empêcher qu'un individu ou un groupe ne concentre trop de pouvoir.
Mais en réalité, les familles seules les plus influentes trouvent toujours des moyens de contourner ces règles. Par le mariage, par l'amitié, par le crédit, elles étendent d'un côté leur influence dans tous les recoins de la ville. Il n'est pas rare qu'un même lignage place plusieurs de ses membres dans des fonctions publiques différentes. Un consul, un notaire, un chef militaire, un juge. Cette présence diffuse donne à la famille une capacité d'action remarquable. Elle peut orienter les décisions, protéger ses intérêts, favoriser ses alliés. Souvent, elle ne cherche pas encore la domination absolue, elle se contente d'un équilibre subtil, assez de pouvoir pour garantir sa sécurité, pas assez pour provoquer des réactions hostiles. Mais les rivalités entre familles ne tardent pas à apparaître. Une ville italienne n'est pas un espace homogène, mais une mosaïque de quartiers, de groupes sociaux, d'activités professionnelles. Certaines familles dominent les hauteurs fortifiées, d'autres les quartiers proches du fleuve, d'autres encore les zones artisanales où l'on travaille la laine, le métal, le cuir. Chacune veut protéger ses intérêts, parfois au détriment des autres. Les tensions se multipliant, souvent pour des raisons apparemment minimes. Une dispute pour un mur mitoyen, un litige sur une taxe, une querelle entre deux jeunes gens. Mais derrière ces conflits se cachent souvent des forces plus profondes. Dans plusieurs villes, les familles renforcent leur présence territoriale. Elles construisent en ça des maisons-tours, des structures massives qui dominent les rues environnantes. Ces tours, qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres, ne sont pas seulement des symboles de prestige. Elles servent aussi de refuge en cas d'affrontement. Elles incarnent la puissance d'un lignage capable de protéger les siens. Parfois, elles forment de véritables quartiers fortifiés où seuls les alliés peuvent entrer sans crainte. À mesure que les communes grandissent, les familles commencent à se diviser en factions. Ces factions, parfois structurées autour d'un nom prestigieux, parfois autour d'un réseau d'intérêts, deviennent des forces politiques à part entière. Elles cherchent à influencer les élections communales, à contrôler les milices urbaines, à diriger les négociations avec les seigneurs environnants. Les rivalités deviennent si fortes que les assemblées elles-mêmes sont parfois paralysées. Dans certaines villes, la violence éclate. Les rues, autrefois lieux de commerce et de rencontres, deviennent des théâtres de confrontations nocturnes. Les tours familiales servent de base à des assauts. Les passerelles secrètes reliant les maisons jouent un rôle crucial dans les échappatoires. Les chroniques parlent alors de vendettes, de vengeances qui se transmettent d'une génération à l'autre, de guerres intérieures qui semblent ne jamais devoir s'arrêter. Et pourtant, derrière cette violence, il existe toujours une logique politique. Chaque famille veut contrôler le destin de la commune ou, au minimum, empêcher ses rivales de le faire. La fragmentation familiale ne se limite pas aux affrontements locaux. Elle s'inscrit dans un contexte plus vaste, celui des luttes entre les grandes forces qui divisent de l'Italie, le pape et l'empereur. Chaque famille choisit un camp, parfois par conviction, souvent par opportunisme. Être guelfe ou gibelin n'est pas seulement une position idéologique. C'est une manière d'attirer des alliés extérieurs, d'obtenir un soutien militaire, de renforcer sa place dans la ville. Ainsi, les conflits internes prennent rapidement une dimension nationale. Mais malgré les tensions, les familles jouent aussi un rôle essentiel dans la croissance des communes. Leur capacité à accumuler des ressources, à organiser des réseaux commerciaux, à gérer des propriétés foncières contribue considérablement à la prospérité urbaine. Une famille influente peut financer la construction d'un pont, d'une église ou même d'une muraille. Elle peut attirer des artisans, soutenir des marchands, encourager des innovations. La ville bénéficie alors de cette ambition privée qui, même lorsqu'elle sert ses propres intérêts, nourrit l'essor collectif. Peu à peu, les familles deviennent des institutions parallèles. Elles forment des groupes solides, hiérarchisés, disciplinés. Elles transmettent dans leur nom leur prestige et leurs fonctions d'une génération à l'autre. Elles deviennent des références culturelles, sociales et politiques. Certaines conservent leur influence pendant des siècles, façonnant le destin de leur cité au fil des alliances, des mariages, des guerres et des compromis. Cependant, ce pouvoir familial, aussi structurant soit-il, prépare aussi une transformation future. Car pour dépasser les rivalités qui déchirent dans les communes, pour organiser davantage les fonctions politiques, pour répondre aux nouvelles exigences économiques et diplomatiques, les villes auront besoin d'autres formes de pouvoir. Elles auront besoin de dirigeants plus centralisés, de gouvernements plus stables, capables de dépasser les intérêts particuliers. Ces solutions existent déjà en germe dans les cités italiennes. Elles naîtront d'un mouvement complexe où s'entremêleront les ambitions des familles, le poids des factions et la nécessité de préserver la paix.
et ce mouvement conduira à l'une des évolutions les plus déterminantes de l'histoire urbaine italienne, les luttes incessantes entre guelfes et gibelins, où les familles deviendront les porte-voix de puissances bien plus vastes qu'elles. Lorsque les communes italiennes commencent à se consolider, lorsqu'elles apprennent à organiser leurs marchés, à élire leurs consuls, à défendre leurs remparts et à bâtir leur tour familiale, un autre souffle, plus vaste, plus ancien, traverse la péninsule. Ce souffle vient de luttes qui dépassent morceaux les villes, qui traversent les montagnes et les plaines, qui s'enracinent dans des siècles de rivalité entre deux pouvoirs immenses, l'Empire et la papauté. Ce souffle chargé de menaces et de promesses finit par s'infiltrer dans chaque cité, dans chaque quartier, dans chaque famille. C'est ainsi que naissent les deux bannières autour desquelles se déchireront l'Italie médiévale, les guelfes et les gibelins. Ces noms dont la résonance semble presque mystérieuse ne sont pas des inventions italiennes. Ils proviennent soit de l'Empire germanique, où deux familles puissantes, Welf et Waiblingen, se disputaient en l'autorité. Mais en Italie, ces mots prennent une autre dimension. Ils deviennent des symboles, des positions politiques, des identités profondes. Être guelfe signifie soutenir le pouvoir du pape, être gibelin signifie soutenir celui de l'empereur. La réalité pourtant est plus complexe. Ces alignements ne reposent pas toujours sur des convictions religieuses ou idéologiques. Ils sont souvent le reflet des rivalités locales, des intérêts économiques, des stratégies familiales, des ressentiments anciens. Dans une commune où deux familles s'opposent courbant déjà pour contrôler les charges publiques, l'arrivée des factions guelfes et gibelines agit comme un catalyseur. Chaque famille cherche un allié extérieur pour renforcer sa position. Un lignage puissant peut choisir le camp guelfe si le pape promet son soutien contre un rival. Une autre famille peut se tourner vers l'empereur pour échapper à l'influence trop grande de l'évêque local. Ainsi, les conflits qui semblaient appartenir à la vie interne des communes se chargent soudain d'une dimension européenne. Un désaccord sur un marché, une dispute autour d'un pont, un affront personnel peuvent eux se transformer en bataille rangée portant les couleurs de Rome ou de l'Empire. Les rues italiennes deviennent alors le théâtre d'alliances instables. Dans une même ville, les partisans des deux camps coexistent, parfois paisiblement, parfois avec une tension presque palpable. Les places publiques, où l'on discutait quelques décennies plus tôt des prix du grain ou de la restauration d'un rempart, accueillant désormais des orateurs enflammés qui revendiquent la légitimité de l'un ou l'autre pouvoir suprême. Les notaires se rédigent en des manifestes, les prêtres prêchent en faveur de leur camp, les marchands financent des milices. Chaque action, chaque parole, chaque regard peut devenir un acte politique. Mais il serait réducteur de croire que ces luttes ne sont que politiques. Elles touchent profondément la vie sociale. Les mariages deviennent stratégiques. On n'unit plus seulement deux lignages riches, mais deux factions capables d'unir leurs forces. Les quartiers se divisent, les ateliers s'organisent en fonction des allégeances. Les artisans choisissent leurs clients selon leurs bannières. Des drapeaux apparaissent sur les tours familiales, et certains quartiers deviennent des bastions guelfes ou gibelins où l'entrée d'un adversaire est perçue comme une provocation. Les batailles urbaines qui éclatent alors ne sont pas de simples affrontements isolés. Elles se déroulent dans un espace dense, étroit, où chaque ruelle peut se transformer en piège. Les tours familiales, construites quelques années plus tôt pour protéger un lignage, servent désormais de fortification. Les places deviennent des zones d'affrontement, les ponts des enjeux stratégiques, les marchés des terrains de reconquête. Lorsque les hostilités éclatent, elles peuvent durer des jours, des semaines, parfois des mois. Les chroniques racontent des scènes où les rues sont barricadées, où les habitants se réfugient dans des caves, où les cloches sonnent l'alarme en pleine nuit. Dans certaines villes, les affrontements atteignent un degré de violence qui marque les mémoires pour des générations. Florence, par exemple, deviendra l'un des théâtres les plus emblématiques de ces luttes. Les guelfes y affronteront les gibelins avec une détermination presque obsessive, faisant de la cité toscane un symbole de la fragmentation politique de l'Italie. Les exils se multipliant. Une famille chassée de la ville peut voir ses biens confisqués, ses tours détruites, ses membres dispersés dans les campagnes ou dans des cités alliées. Les retours sont rares et souvent conditionnés à de nouveaux serments, de nouvelles alliances, de nouvelles humiliations. Derrière les batailles visibles se cachent des enjeux économiques immenses. Les partisans du pape, souvent soutenus par les marchands et les banquiers, défendent un modèle de ville ouverte sur le commerce et les échanges internationaux. Les partisans de l'empereur, qui peuvent compter sur le soutien d'aristocraties rurales et de seigneurs féodaux, défendent souvent une vision plus territoriale, plus ancrée dans les structures traditionnelles.
Ces différences, parfois subtiles, orientent dans les politiques urbaines. Ouverture des marchés, taxes sur les marchandises, contrôle des routes, construction de fortifications, alliances commerciales, les communes, déjà fragiles, doivent apprendre à naviguer dans ce chaos. Certaines tentent d'imposer des gouvernements de paix, où les deux factions sont représentées. D'autres, plus résolus, bannissent purement et simplement leurs adversaires, espérant instaurer une stabilité durable. Mais cette stabilité n'est que temporaire. Les exilés reviennent souvent, soutenus par une armée extérieure, par un seigneur voisin ou par une alliance soudainement conclue. Le cycle reprend alors, victoire, répression, exil, retour, vengeance. La violence des luttes guelfes et gibelanes laisse pourtant des traces durables qui dépassent la simple destruction. Elle transforme la manière dont les communes pensent le pouvoir. Les charges publiques deviennent des postes à haut risque. Les consuls, les podestats, les capitaines du peuple doivent apprendre à gouverner au milieu de factions en conflit. La nécessité d'un pouvoir plus fort se fait sentir. Peu à peu, certaines villes adoptent des institutions nouvelles, comme le podestat étranger, choisi précisément pour être neutre, pour rompre avec les influences familiales. Dans ce climat tumultueux, certaines familles parviennent néanmoins à s'élever. Elles apprennent à manipuler les deux camps, à changer d'allégeance selon les besoins, à jouer de la diplomatie autant que de la force. Elles deviennent les véritables maîtres de certaines villes, capables de diriger discrètement les décisions, de financer des armées, de négocier avec le pape ou l'empereur. Leur ascension marque une étape décisive dans l'histoire italienne, celle où les communes cessent d'être de simples associations de citoyens pour devenir des entités politiques dominées par des élites urbaines, prêtes à gouverner sans partage. Les guerres guelfes et gibelanes ne disparaîtront jamais vraiment. Elles se transforment, changent de nom, se mêlent à d'autres rivalités. Mais elles laissent derrière elles une Italie profondément marquée, divisée mais aussi dynamique. Car dans ce chaos, les villes apprennent à développer des institutions plus solides, à se défendre, à se définir face à de grandes puissances. Elles apprennent aussi que leur destin ne dépend pas uniquement de Rome ou de l'Empire, mais de leur propre capacité à s'organiser, à se reconstruire, à se projeter au-delà des rivalités immédiates. Et dans ce mouvement de reconstruction, un autre élément va jouer un rôle essentiel, le commerce. Il deviendra la force qui relie les cités entre elles, qui leur donne richesse, influence et ambition nouvelles. Les routes qui avaient été brisées, puis reconstruites, deviennent alors des artères vitales, où circulent non seulement des marchandises, mais des idées, des techniques et des projets qui transformeront profondément l'Italie médiévale. Lorsque les échos des luttes guelfes et gibelines s'apaisent en quelques instants, lorsqu'une cité parvient enfin à respirer entre deux affrontements, un autre phénomène, silencieux mais déterminant, traverse l'Italie médiévale. Ce phénomène n'a pas la violence des factions, ni le poids ancestral des lignages. Il ne se manifeste pas par des bannières, ni par des cris dans les rues. Il se glisse d'un port à l'autre, d'un atelier à un marché, d'un comptoir à un carrefour poussiéreux. Ce phénomène, c'est le commerce. Cette force douce qui, sans bruit, tisse des liens à travers la péninsule et bien au-delà. L'Italie, fragmentée politiquement, devient paradoxalement l'un des espaces les plus connectés d'Europe. Sa géographie explique en partie cette réalité. Une longue péninsule s'étendant dans la Méditerranée, entourée de mers qui deviennent non des frontières mais des routes. Les montagnes, souvent perçues comme des obstacles, jouent aussi un rôle de protection et de diversification. Les plaines fertiles du nord, les collines toscanes, les ports de Ligurie et d'Adriatique, les terres volcaniques du sud forment un patchwork de ressources. Chacune de ces régions produit quelque chose que les autres recherchent. Le commerce naît d'abord de la nécessité. Les céréales manquent dans certaines villes, le bois fait défaut dans d'autres, le métal se trouve loin des centres manufacturiers. Les marchands deviennent des intermédiaires indispensables. Ils voyagent à cheval, à pied, parfois sur des bateaux légers qui longent la côte, évitant autant que possible les dangers des pirates ou des tempêtes. Ils transportent du sel, des étoffes, du vin, de l'huile, des outils, des épices venus de loin. Chaque voyage est risqué, mais aussi porteur de profits considérables. Ces échanges transforment les villes italiennes d'une manière profonde. Les marchés hebdomadaires deviennent des foires régulières, attirant des acheteurs d'autres régions. Les artisans se spécialisent, formant des corporations structurées. Un maître drapier à Florence ou un maître verrier à Venise peut accumuler une influence comparable à celle d'un noble. Le travail manuel, lorsqu'il est maîtrisé et organisé, devient une source de prestige.
Les ateliers brossent du son régulier des marteaux, des métiers à tisser, des routes de potier. Chacun de ces sons témoigne de la vitalité économique d'une cité en mutation. Pour que ce commerce prospère, il faut des routes. Les communes, conscientes de l'enjeu, entretiennent les chemins avec une attention nouvelle. Elles construisent quoi des ponts, restaurent des voies anciennes, sécurisent dans Poncy des passages dangereux. Certaines cités imposent des taxes modérées pour financer ces travaux. D'autres établissent des postes gardés pour protéger les marchands. La circulation devient l'un des symboles de la puissance urbaine. Une ville qui maîtrise les routes, les ports ou les cols alpins peut influencer des régions entières. Mais le commerce italien ne se limite pas aux échanges internes. Très tôt, les marchands regardent au-delà des frontières. Les ports de Gênes, Venise et Pise deviennent des points stratégiques dans le vaste réseau méditerranéen. Les navires italiens rejoignent les côtes du Levant, transportant des tissus raffinés, des armes, des grains et revenant chargés de soieries orientales, d'épices précieuses, de pigments rares, de bijoux et d'ouvrages venus des mondes lointains. Ces marchandises, une fois arrivées dans les entrepôts, déclenchent des dynamiques économiques nouvelles. Les marchands italiens ne se contentent pas d'échanger des biens. Ils fondent des comptoirs à l'étranger, créant de petites enclaves italiennes dans les ports du Proche-Orient, d'Afrique du Nord et même d'Espagne. Ces comptoirs deviennent des points de relais essentiels. On y parle souvent plusieurs langues, on y comprend les monnaies étrangères, on y entretient des relations diplomatiques avec les autorités locales. La capacité à naviguer entre différents mondes culturels donne aux marchands italiens une influence remarquable. Ils deviennent des passeurs d'idées autant que de marchandises. Cette expansion commerciale transforme l'économie italienne. Les villes développent des systèmes bancaires sophistiqués pour gérer les flux de capitaux. Les lettres de change, les partenariats financiers, les contrats maritimes apparaissent dans les archives notariales. Les marchands apprennent à anticiper les prix, à éviter les risques, à investir dans des entreprises collectives. Les banquiers florentins deviennent célèbres pour leur capacité à financer des expéditions, à prêter au roi, à gérer des fortunes qui dépassent parfois celles de certaines principautés. La richesse générée par ces échanges s'exprime également dans l'architecture urbaine. Les places s'élargissent, les palais communaux s'embellissent, les églises se couvrent de fresques et de sculptures financées par des familles marchandes. Les villes concurrentes cherchent à offrir l'image d'une prospérité stable, d'une autorité maîtrisée. Le commerce n'est plus seulement un moyen de subsistance, mais un instrument de prestige. Chaque cité veut être reconnue comme un centre d'échange, un carrefour où se rencontrent les mondes, mais cette prospérité a ses ombres. Le commerce attire les convoitises, génère des jalousies, exacerbe les rivalités. Les familles marchandes les plus riches s'élèvent rapidement dans la hiérarchie sociale. Elles contrôlent des secteurs entiers, recrutent des agents, commandent dans des navires, dirigent des ateliers. Cette concentration de richesses leur donne une influence politique importante. Elles siègent dans les conseils, financent les milices, orientent les décisions publiques. Elles deviennent des acteurs de premier plan dans les luttes guelfes et gibelines. Le pouvoir économique nourrit le pouvoir politique, et inversement. Certaines villes, tirées par leur succès commercial, développent des ambitions territoriales. Elles cherchent à contrôler les campagnes voisines, les routes stratégiques, les ports secondaires. Des guerres éclatent pour des raisons qui semblent parfois banales, une taxe contestée, un accès aux fleuves, une frontière floue. Ces conflits portent souvent la marque du commerce. Une cité prospère attire l'attention de ses voisines et la tentation de la dominer devient presque inévitable. Pourtant, malgré les rivalités, le commerce continue à tisser sa toile. Les marchands italiens forment des réseaux familiaux et professionnels qui s'étendent d'une ville à l'autre. Un marchand florentin peut avoir un frère installé à Naples, un cousin à Milan, un associé à Palerme. Ces liens garantissent la continuité des échanges même en temps de guerre. Ils permettent aussi de diffuser des idées, des innovations techniques, des courants artistiques. L'Italie médiévale, grâce à ce maillage, devient un terreau fertile pour des transformations culturelles qui auront des répercussions dans toute l'Europe. Le commerce joue également un rôle dans l'émergence de nouvelles formes de pensée. Les marchands doivent comprendre plusieurs systèmes juridiques, anticiper les fluctuations économiques, évaluer les risques. Cette nécessité d'abstraction favorise le développement d'une culture pragmatique, rationnelle, attentive aux calculs et aux contrats. Les écoles urbaines, financées par les familles marchandes, enseignent la grammaire, le droit, la comptabilité. Le savoir s'étend au-delà des monastères et la ville devient un lieu d'apprentissage dynamique.
Dans les ports, les quais résonnent de langues étrangères. Les marchés accueillent et chantent des marchands venus de régions lointaines. Les idées circulent dans les cales des navires autant que les marchandises. Cette ouverture progressive pose les bases de ce que deviendra plus tard la Renaissance italienne. Cette explosion de créativité née d'un monde ouvert sur l'extérieur, sur le passé antique et sur les courants intellectuels du Levant. Le commerce n'est jamais une force purement économique. Il transforme les mentalités, les structures politiques, les rêves. Une cité qui s'enrichit grâce aux échanges ne se contente pas d'accumuler des richesses. Elle commence à penser autrement, à se projeter, à imaginer son avenir, à tisser de nouvelles alliances. Elle aspire à la puissance, non par la conquête, mais par l'influence, la réputation, la maîtrise des flux. Et dans cette Italie où le commerce devient un fil conducteur, certaines villes se détachent du lot. Elles apprennent à régner non par la force brute, mais par la gestion, la diplomatie et la stratégie. Les communes les plus prospères commencent à se transformer en véritables États urbains. Leur évolution marque une nouvelle étape dans l'histoire de la péninsule où les cités apprennent à exercer un pouvoir qui dépasse largement leurs murailles. Les cités-États se préparent à prendre la scène. Lorsque le commerce transforme les communes italiennes en centres d'échanges dynamiques, lorsque les familles influentes apprennent à façonner les décisions, lorsque les luttes guelfes et gibelines redessinent les alliances, un changement plus profond s'opère, presque imperceptiblement. Les villes cessent d'être de simples communautés d'habitants pour devenir des entités politiques à part entière. Elles apprennent à régner, à se projeter comme des puissances autonomes, capables de rivaliser avec des royaumes, de signer des traités, de lever des armées. Ainsi naissent les cités-États, ces mondes clos et vastes à la fois, où chaque pierre porte la trace d'une ambition nouvelle. La transformation d'une commune en cité-État n'étant jamais le résultat d'une décision unique. Elle n'a pas de date fondatrice, pas de moment précis où l'on pourrait dire « ici la ville est devenue un État ». C'est un glissement progressif, tissé dans les assemblées, les rues, les marchés, les fortifications, les alliances. Ce glissement est nourri par une conviction grandissante. La cité peut se gouverner mieux que quiconque de l'extérieur, mieux que l'empereur lointain, mieux que le pape, mieux que les seigneurs ruraux qui gravitent autour d'elle. La première marque de cette transformation est l'autonomie juridique. Les villes élaborent leurs propres statuts, leurs codes, leurs réglementations. Ces textes, rédigés par des notaires soigneux, sont le résultat de longues discussions. Ils fixent les droits des citoyens, organisent les marchés, définissent les impôts, précisent les fonctions publiques. Ce ne sont pas seulement des règles, ce sont des déclarations d'indépendance. Une commune qui affirme sa capacité à légiférer affirme sa souveraineté. Les institutions urbaines se renforcent et se complexifient. Les consuls, souvent élus parmi les familles les plus influentes, dirigent la cité en collégialité. Leur autorité repose sur leur réputation, leur sens de la négociation, leur capacité à représenter la ville auprès des puissances extérieures. À côté d'eux, d'autres institutions émergent, le Conseil du peuple, les collèges professionnels, les tribunaux urbains. La ville devient un organisme politique vivant, où chaque parti a une fonction précise. Pour éviter les excès des rivalités familiales, certaines villes adoptent l'institution du podestat, un magistrat étranger choisi pour sa neutralité. Il vient d'une autre commune, parfois d'une autre région, et reste en fonction pour une période limitée. Son rôle est d'arbitrer, de maintenir l'ordre, de trancher les conflits sans être pris dans les intrigues locales. Le podestat arrive souvent avec sa propre garde, symbole d'un pouvoir impartial. Cette figure montre la maturité politique des cités-États, capables d'importer une autorité extérieure pour préserver leur cohésion. Mais cette cohésion reste fragile. Les cités-États ne sont pas des ensembles homogènes. Elles sont traversées de tensions sociales. Les familles aristocratiques veulent conserver leur influence. Les marchands cherchent à élargir leur pouvoir. Les artisans réclament une représentation plus équitable. Les travailleurs pauvres, souvent regroupés dans les quartiers périphériques, observent les décisions avec une méfiance croissante. Pour maintenir l'unité, certaines villes créent la charge de capitaine du peuple. Ce capitaine, soutenu par les artisans et les marchands, doit équilibrer le pouvoir aristocratique. Il devient le symbole d'une cité qui veut éviter de retomber dans le pouvoir exclusif d'un petit nombre. À mesure que les institutions se stabilisent, les cités-États développent une diplomatie raffinée. Elles signent des traités de paix,
des alliances commerciales, des pactes militaires. Elles échangent des ambassadeurs, souvent des notaires ou des marchands expérimentés, capables de parler plusieurs langues et de comprendre les usages étrangers. Chaque cité apprend à se positionner dans un réseau dense d'accords et de rivalités. Certaines cherchent à dominer une région entière, d'autres à garantir leur autonomie en jouant les puissances voisines les unes contre les autres. Cette vision politique s'accompagne d'une transformation physique. L'architecture urbaine devient le reflet du pouvoir. Les palais communaux s'élèvent, symbole de la stabilité institutionnelle. Les tours familiales, bien que parfois abattues pour éviter les affrontements, restent des marques visibles de l'histoire politique. Les remparts s'étendent, renforcés par des bastions et des portes monumentales. Les places publiques deviennent de véritables théâtres politiques, où l'on organise des assemblées, des cérémonies, des fêtes civiques. La ville devient un espace chargé de signification. Chaque bâtiment raconte une histoire. Chaque rue porte les traces d'un conflit ancien, d'un traité, d'une réforme. Les habitants, eux-mêmes, développent un sentiment d'appartenance profond. Être citoyen de Florence, de Gênes, de Sienne, de Milan ou de Pérouse n'est plus seulement une réalité administrative. C'est une identité forte, un héritage partagé, une fierté parfois farouche. Cette identité se manifeste dans les fêtes, dans les couleurs, dans les symboles que chaque cité-État adopte pour se distinguer des autres. Mais apprendre à régner signifie aussi apprendre à combattre. Les cités-États, bien qu'autonomes, se trouvent rapidement en compétition les unes avec les autres. Elles cherchent à contrôler les routes, les ports, les marchés. Elles convoitent les mêmes ressources, les mêmes alliances. Les rivalités se traduisent par des guerres fréquentes, parfois courtes, parfois prolongées. Ces guerres ne ressemblent pas aux conflits féodaux traditionnels. Ce sont des affrontements entre armées urbaines organisées, souvent commandées par des capitaines expérimentés ou des condottières mercenaires. La guerre devient une composante normale de la vie politique. Les cités-États lèvent des impôts pour financer les campagnes, construisent des fortifications plus solides, recrutent des ingénieurs capables d'améliorer les machines de siège. Elles développent des armées disciplinées, parfois composées de citoyens entraînés, parfois de professionnels venus d'autres régions. Cette militarisation, bien qu'éprouvante, renforce leur capacité à agir comme des États indépendants. Au-delà de la guerre, les cités-États apprennent aussi l'art de la gestion territoriale. Elles administrent des campagnes, des villages, des petites villes qui dépendent d'elles. Ces territoires, appelés contado, sont essentiels. Ils fournissent les céréales, le bétail, le bois, la main-d'œuvre. Pour garantir leur contrôle, les cités construisent des forteresses dans les zones stratégiques, nomment des podestats ruraux, imposent des taxes régulières. Elles deviennent de véritables petites républiques territoriales. À travers ce processus, une nouvelle forme de pouvoir se dessine. Ce n'est ni une monarchie ni une féodalité classique. Ce n'est pas non plus une démocratie au sens moderne. C'est un équilibre particulier, propre à l'Italie médiévale, entre élites urbaines, institutions représentatives, réseaux familiaux, forces économiques et structures militaires. Les cités-États incarnent la capacité d'un peuple à s'organiser sans un pouvoir central fort, mais avec une vision claire de ses propres intérêts. Et pourtant, derrière cette réussite politique, une tension demeure. Les cités-États sont puissantes, mais elles sont aussi vulnérables. Leur fragmentation les empêche souvent de se défendre efficacement contre des forces extérieures plus unifiées. Leur rivalité constante les affaiblit, leur prospérité attire autant qu'elle menace. Elles savent régner, mais elles savent aussi que leur pouvoir reste fragile. Cette fragilité deviendra évidente lorsque deux cités maritimes, deux mondes façonnés par la mer et le commerce, entreront sur la scène avec une ambition sans précédent. Gênes et Venise, portées par des siècles de navigation, vont transformer la Méditerranée en un vaste théâtre où leur rivalité dessinera l'un des chapitres les plus fascinants de l'histoire italienne. Lorsque les cités-États de l'intérieur apprennent à régner, à organiser leur territoire, à lever des armées et à rédiger leurs propres statuts, deux puissances maritimes tracent un autre chemin, guidées non par la terre mais par l'eau. Gênes et Venise ne ressemblent pas aux autres villes italiennes. Leur horizon n'est pas limité par des murailles ni par des collines. Leur destin se joue au large, sur des routes sans frontières visibles, où les vents dictent les directions et où l'ambition s'étend plus loin que le regard ne peut porter. Ces deux cités, nées d'environnements presque opposés, vont devenir les maîtres de la Méditerranée médiévale. Leur histoire étant marquée par la rivalité, certes, mais aussi par une forme d'admiration silencieuse.
Elles incarnent deux manières de penser la puissance, deux façons de construire un empire, deux visions du monde portées par des bateaux qui parcourent à tour la mer comme d'autres parcourent les routes. Venise, d'abord, semble surgir d'un mirage. Née dans les lagunes, protégée par des eaux capricieuses et des marées imprévisibles, elle échappe aux invasions qui ravagent l'Italie après la chute de Rome. Les Lombards hésitent à s'aventurer dans cet espace inhospitalier. Les Byzantins, quant à eux, voient dans cette position une opportunité, un poste avancé, loyal et difficile à conquérir. Ainsi, Venise grandit dans un entre-deux, fidèle à l'Empire d'Orient mais déjà tournée vers sa propre autonomie. La mer devient son mur, son arme, son horizon. Gênes, à l'opposé, s'enracine dans les pentes abruptes de la Ligurie. Ces maisons semblent accrochées aux collines, dominant un port naturel qui ouvre vers la mer Tyrrhénienne. Contrairement à Venise, Gênes n'est pas protégée par les eaux. Elle doit se défendre contre les attaques terrestres et maritimes. Ce besoin constant de résister forge une culture politique plus rude, plus belliqueuse. Les familles y sont puissantes, souvent en conflit, et leur goût pour la confrontation s'exprimera plus tard sur les mers. Les deux cités, malgré leurs différences, partagent un même objectif: maîtriser les routes maritimes, dominer le commerce, étendre leur influence au-delà de la péninsule. La mer est un espace dangereux, mais elle offre ce que la terre peine encore à offrir: la possibilité de voyager vite, de transporter beaucoup, d'atteindre des mondes lointains où l'or, les épices, les soies et les pierres précieuses attendent d'être échangées. Pour atteindre ces richesses, il faut des bateaux, des marins, des ports organisés. Venise développe une flotte impressionnante, capable d'affronter les tempêtes et les ennemis. Le chantier naval de l'Arsenal devient une légende, un lieu où les bateaux sont construits avec une efficacité presque inimaginable. Les ouvriers y travaillant comme dans une immense machine organisée, où chaque pièce est fabriquée séparément avant d'être assemblée. Dans les moments de crise, on dit qu'un navire peut être construit en une seule journée. Gênes, de son côté, s'appuie sur des marins aguerris, habitués aux mers plus ouvertes. Ces navires, plus lourds mais robustes, transportent des cargaisons importantes. Les marchands génois sont réputés pour leur audace et leur capacité à s'implanter dans des ports étrangers. Ils créent des comptoirs dans les îles grecques, en Anatolie, en Afrique du Nord, en Espagne. Ils négocient avec les princes locaux, souvent avec une habileté qui surprend même leurs alliés. La Méditerranée devient alors un immense damier où Venise et Gênes déplacent leurs pions. Chaque île, chaque port, chaque route maritime est une pièce à conquérir. Leur rivalité s'intensifie avec les croisades. Venise y voit l'occasion parfaite d'étendre son influence vers le Levant. Elle transporte les croisés, s'empare de territoires stratégiques, participe à la prise de Constantinople en 1204, faisant de la ville impériale une source immense de richesse et de prestige. Gênes ne reste pas passive. Elle profite des faiblesses de ses concurrents, conclut des alliances, gagne des privilèges commerciaux en Orient. Elle lutte pour le contrôle des ports de la mer Noire, notamment Caffa, qui deviendra l'un des centres commerciaux les plus importants de l'époque. Les navires génois sillonnent ces eaux dangereuses, rapportant des marchandises venues de régions reculées. Certaines rumeurs affirment même que des marins génois ont atteint l'Angleterre bien avant que la Méditerranée ne soit entièrement pacifiée. La rivalité entre les deux cités devient bientôt inévitable. Elle s'exprime dans les échanges diplomatiques, dans les alliances, mais surtout dans les batailles navales. Ces affrontements sont brutaux, rapides, imprévisibles. Ils opposent non seulement des flottes, mais des visions du monde. Venise disciplinée, centralisée, organisée autour du doge et de ses conseils. Gênes, dans ce plus instable, dominée par des familles qui s'opposent autant entre elles qu'à leurs ennemis, mais capables de mobiliser une énergie féroce lorsqu'il s'agit de défendre leurs intérêts. La bataille de Curzola en 1298, l'une des plus célèbres, illustre cette violence. Les flottes s'affrontent dans des eaux étroites, les navires s'entremêlent, les marins combattent au corps à corps. Venise est vaincue ce jour-là, et parmi les prisonniers se trouve un homme qui, selon la tradition, utilisera sa captivité pour dicter un récit qui fera le tour du monde, Marco Polo. Ce détail réel ou embelli montre combien les destins individuels peuvent se mêler aux conflits des grandes puissances maritimes. Malgré les batailles, ni Venise ni Gênes ne parvient à dominer totalement l'autre. Leur rivalité ressemble à une respiration, un mouvement perpétuel d'expansion et de repli, de victoire et de défaite. Les deux cités apprennent à exister dans cette tension. Elles s'enrichissent grâce à elle, se renforcent, affinent leur diplomatie, perfectionnent leur flotte. La mer devient leur école, leur champ de bataille, leur trésor.
Mais cette rivalité ne les détruit pas. Elle les pousse à se dépasser, à innover, à penser en termes d'empire. Venise crée un système administratif complexe pour gérer ses possessions outre-mer. Gênes développe un réseau bancaire et commercial qui s'étend à toute l'Europe. Les deux cités deviennent eux des modèles pour d'autres villes italiennes, qui observent avec fascination comment la mer peut transformer une commune en une puissance redoutable. Pourtant, la réussite de ces cités n'efface pas les tensions internes. À Gênes, remarquons les familles en continuent de s'affronter, cherchant à contrôler les institutions. Venise, malgré sa stabilité apparente, doit jongler avec les ambitions de son aristocratie. Les deux cités savent que leur destin dépend d'un équilibre fragile entre puissance extérieure et ordre intérieur. Et tandis que Gênes et Venise étendent leur influence sur les mers, une autre cité, située loin des vagues mais au cœur des collines toscanes, commence à développer une forme particulière de pouvoir, Florence. Une cité qui ne cherche pas à régner par les batailles navales, mais par l'argent, la culture et la politique. Une ville dont l'ascension redessinera l'équilibre des cités italiennes. Lorsque les flottes de Venise et de Gênes tracent des routes sur la mer Méditerranée, lorsque leurs pavillons claquent au vent et que leurs marchands s'éparpillent d'un port à l'autre, une autre forme d'ambition se déploie dans les terres de Toscane. Elle n'a pas le bruit des batailles de ton aval, ni la rumeur des marchés côtiers. Elle se construit dans des ruelles de pierre, dans des ateliers de laine grouillants d'activité, dans des palais familiaux où la parole a autant de poids qu'une armée. Cette ambition, c'est celle de Florence, une ville qui n'a pas encore conquis sa réputation artistique, mais qui apprend déjà à manier le pouvoir avec une subtilité presque inédite. Florence n'a pas la position géographique avantageuse de Venise ni les ports naturels de Gênes. Elle ne possède pas de flottes immenses ni de comptoirs outre-mer. Mais elle a autre chose, un réseau de familles migrantes marchandes habiles, une maîtrise de la finance naissante, un sens aigu de la politique, et une capacité singulière à transformer les rivalités en moteurs d'innovation. Son ascension ne commence pas par la peinture ni la sculpture, mais par la laine, par la banque, et par une conception nouvelle du rôle d'une cité-État. Au début, Florence ressemble à beaucoup d'autres communes italiennes, divisées, fragiles, traversées par les luttes guelfes et gibelines. Mais elle possède un avantage discret. Sa situation au centre de la Toscane en fait un point de passage naturel entre les routes du nord et les ports du sud. Les caravaniers s'y arrêtent, les marchands s'y installent, les ateliers s'y multiplient. Le commerce florentin ne dépend pas d'une mer lointaine, mais des terres et des hommes qui circulent entre les villes. C'est un commerce terrestre plus lent mais plus sûr, où les profits se construisent patiemment. La laine devient rapidement la colonne vertébrale de l'économie florentine. Les draps produits dans la ville sont réputés pour leur qualité, leur finesse, leur couleur. Les maîtres drapiers organisent des corporations puissantes qui régulent la production, contrôlent les prix, forment les apprentis. Chaque étape du processus, le lavage, le cardage, la teinture, le tissage, est strictement surveillée. Ce souci du détail forge une culture du travail où rien n'est laissé au hasard. Florence apprend à penser comme une entreprise géante, où la rigueur et la coordination priment. Cette organisation attire des capitaux et avec eux une autre innovation majeure, la banque. Les banquiers florentins, issus pour la plupart de familles marchandes, inventent des méthodes nouvelles pour gérer les risques, prêter de l'argent, financer des voyages. Ils créent des lettres de change qui permettent aux marchands d'éviter de transporter de grandes quantités d'or. Ils ouvrent des succursales à Londres, à Bruges, à Avignon. Leur influence grandit à mesure que les rois d'Europe eux-mêmes deviennent leurs débiteurs. Florence, sans lever une armée, influence discrètement des décisions prises à des centaines de kilomètres. Cette richesse transforme la ville. Les palais s'élèvent, solides, austères, fiers. Les rues se pavent, les ponts se renforcent, les marchés s'élargissent. La ville se protège derrière des murs qui témoignent de sa prospérité. Mais cette apparence de stabilité cache une tension profonde. Les familles florentines sont ambitieuses, audacieuses, parfois implacables. Les Albizzi, les Strozzi, les Peruzzi, les Spini et tant d'autres s'affrontent pour contrôler les institutions. Chacune veut dominer les assemblées, influencer les décisions, orienter la diplomatie. La ville est une mosaïque de quartiers, chacun dominé par un lignage. Les alliances se font et se défont avec une rapidité surprenante. Une simple offense peut déclencher une vendetta. Un mariage bien négocié peut inverser le rapport de force. Les luttes guelfes et gibelines, déjà si présentes dans l'histoire italienne, prennent à Florence une forme plus perfide.
Elles ne sont plus seulement des divisions idéologiques, mais des outils manipulés par les familles pour avancer leurs intérêts. Les institutions florentines tentent d'apaiser ces tensions en multipliant les organes de gouvernement. Les prieurs, élus pour des mandats très courts, incarnent l'idée d'un pouvoir partagé et rotatif. Le gonfalonier de justice devient une sorte d'arbitre chargé de maintenir la paix civile. Des conseils représentant différents métiers et quartiers participent aux décisions. La ville invente une forme de république complexe où l'alternance rapide et la pluralité d'institutions cherchent à empêcher la domination d'un seul groupe. Cette structure fonctionne parfois, vacille souvent, mais elle permet à Florence d'avancer malgré les conflits. Chaque crise devient une occasion de réforme. Chaque danger extérieur renforce la cohésion interne. La ville apprend à se reconstruire, à se réinventer, à s'adapter. Elle développe une culture politique où la prudence se mêle à l'audace, où les mots deviennent des armes et les alliances deviennent des forteresses. Dans cette dynamique, la population florentine joue un rôle essentiel. Les artisans, les petits marchands, les notaires, les travailleurs de la laine participent aux décisions. Ils défendent l'idée que la ville n'appartient pas seulement aux grandes familles, mais à l'ensemble de la communauté. Cette vision crée une forme de patriotisme local, intense, presque viscéral. Être florentin signifie appartenir à une histoire en marche, à une cité qui dépasse les intérêts individuels. Cependant, cette participation populaire nourrit parfois des révoltes. L'une des plus célèbres est celle des Ciompi, les ouvriers du textile, qui réclament une meilleure représentation et des conditions de travail plus justes. Pendant un court instant, ils parviennent à imposer un gouvernement populaire, une exception dans l'histoire italienne. Ce moment montre la capacité de Florence à expérimenter politiquement, à explorer des formes de gouvernance inédites, mais aussi ses limites face aux ambitions des élites. À mesure que la ville s'enrichit, une nouveau courant émerge, la culture. Les marchands fortunés commencent à financer des écoles, des bibliothèques, des églises décorées de fresques. Ils commandent des œuvres à des artistes non pour la gloire personnelle seulement, mais pour embellir la cité, pour affirmer son prestige, pour inscrire leur nom dans l'histoire collective. Florence n'est pas encore la capitale artistique qu'elle deviendra, mais les fondations sont posées. Le goût pour la beauté se mêle au goût pour le pouvoir. Cette combinaison de richesse, de culture, de conflits et d'innovation crée un terrain fertile pour l'émergence d'une famille qui bientôt dominera Florence et, à travers elle, une partie de l'Italie, les Médicis. Leur ascension ne reposera pas sur la force militaire, mais sur une habileté politique exceptionnelle, un sens du réseau, une générosité calculée et une capacité rare à comprendre que la ville doit être guidée, non écrasée. Mais avant que les Médicis ne transforment Florence en un centre de rayonnement incomparable, une autre force politique façoncera encore les cités italiennes, celle des condottières, ces maîtres d'armes venus de l'extérieur, marchands de guerre et de destin, qui apparaissent lorsque les cités-États, en quête de stabilité, cherchent des hommes capables de diriger leurs armées sans être pris dans leurs querelles internes. Un chapitre où le pouvoir prend un autre visage, celui du mercenaire devenu prince. Lorsque les cités-États italiennes apprennent à régner, lorsqu'elles perfectionnent leurs institutions et affûtent leurs ambitions, un paradoxe se dessine dans leurs murailles. Elles sont prospères, organisées, dynamiques, mais elles sont aussi vulnérables. Leurs armées, composées de milices citoyennes, ne suffisent plus face aux menaces extérieures et aux rivalités internes. Les artisans savent manier les outils, les marchands savent manier les chiffres, mais peu sont prêts à manier les armes avec la discipline et la stratégie qu'exige une guerre prolongée. C'est alors qu'apparaissent des figures nouvelles, étranges, fascinantes et souvent inquiétantes, les condottières. Ces hommes ne viennent pas des institutions urbaines, ni des lignages prestigieux des cités. Ils surgissent des marges, parfois de familles modestes, parfois d'une noblesse appauvrie, parfois d'horizons plus incertains encore. Mais ils partagent une qualité essentielle, la maîtrise de l'art de la guerre. Ils apprennent à organiser des troupes, à prévoir les mouvements de l'ennemi, à négocier des contrats, à transformer une armée en outil rentable. Car c'est bien ainsi que les condottières voient la guerre, non comme un destin héroïque, mais comme une entreprise. Le mot même qui les désigne provient de condota, le contrat qui les lie à une cité-État. Tout est écrit. La durée, la solde, les obligations, les conditions de rupture. Le condottière n'est pas un chevalier au service d'un seigneur, il est un chef militaire au service d'un client, et son allégeance peut changer lorsque le contrat se termine. Cette mobilité, cette logique commerciale donnent à ces hommes un statut ambigu. Ils ne servent pas par fidélité mais par intérêt.
Pourtant, leur compétence est telle que les cités rivalisent pour s'assurer leur service. Les condottières se déplacent avec leur compagnie, des troupes souvent composées d'hommes expérimentés ayant servi dans plusieurs guerres. Beaucoup sont des mercenaires de professionnels, habitués aux campagnes, aux marches éprouvantes, aux sièges interminables. Ils voyagent d'une cité à l'autre, attirant la curiosité, la crainte ou l'admiration des habitants. Leur arrivée dans une ville est un spectacle. Des chevaux armurés, des étendards colorés, des hommes en cuir ou en fer, des vivandières, des forgerons, des chariots d'armes. La réputation des condottières se construit autant sur les victoires que sur la ruse. Certains sont connus pour leurs manœuvres rapides, d'autres pour leur capacité à éviter les batailles inutiles, d'autres encore pour leur talent de négociateur. Dans un monde où les cités ne veulent pas épuiser leurs forces, les condottières inventent un style de guerre fait de mouvements, de sièges, d'intimidation. Les batailles rangées, trop coûteuses, sont souvent évitées. Les guerres deviennent des exercices de patience où l'on cherche à gagner sans combattre. Certains condottières deviennent de véritables célébrités. L'un d'eux, Braccio da Montone, est célèbre pour sa discipline et sa stratégie implacable. Un autre, Muzio Attendolo Sforza, commence comme simple soldat avant de devenir un chef respecté, fondant une dynastie qui dominera Milan. D'autres encore, comme Colleoni, acquièrent une réputation telle que les villes leur érigeront des statues après leur mort. Ces hommes incarnent une vision nouvelle du pouvoir, un pouvoir fondé non sur la tradition ou la noblesse, mais sur le talent et la force. Leur influence dépasse largement le champ militaire. En prenant la tête d'armée entière, les condottières acquièrent des richesses considérables. Ils reçoivent dans des terres, des châteaux, parfois même des titres. Ils deviennent des seigneurs, des princes, des gouverneurs. Certains règnent sur des villes entières, apportant parfois plus de stabilité que les factions en conflit. Leur pouvoir, bien que né dans la violence, peut devenir un facteur d'ordre. Ils savent que, pour maintenir leur position, ils doivent offrir paix et prospérité aux populations qu'ils gouvernent. Mais ce pouvoir est fragile. Un condottière vit au rythme des contrats. Une défaite, une trahison, un retournement d'alliance peuvent tout détruire. Les villes qui les emploient se méfient autant qu'elles en dépendent. On surveille leurs ambitions. On limite leur influence. On joue parfois un condottière contre un autre pour éviter toute concentration de pouvoir. Le jeu politique devient un échiquier complexe où les cités et les capitaines s'observent, se défient et se manipulent. Lorsque les cités-États italiennes apprennent à régner, lorsqu'elles perfectionnent leurs institutions et affûtent leurs ambitions, un paradoxe se dessine dans leurs murailles. Elles sont prospères, organisées, dynamiques, mais elles sont aussi vulnérables. Leurs armées, composées de milices citoyennes, ne suffisent plus face aux menaces extérieures et aux rivalités internes. Les artisans savent manier les outils, les marchands savent manier les chiffres, mais peu sont prêts à manier les armes avec la discipline et la stratégie qu'exige une guerre prolongée. C'est alors qu'apparaissent des figures nouvelles, étranges, fascinantes et souvent inquiétantes, les condottières. Ces hommes ne viennent pas des institutions urbaines, ni des lignages prestigieux des cités. Ils surgissent des marges, parfois de familles modestes, parfois d'une noblesse appauvrie, parfois d'horizons plus incertains encore. Mais ils partagent une qualité essentielle, la maîtrise de l'art de la guerre. Ils apprennent à organiser des troupes, à prévoir les mouvements de l'ennemi, à négocier des contrats, à transformer une armée en outil rentable. Car c'est bien ainsi que les condottières voient la guerre, non comme un destin héroïque, mais comme une entreprise. Le mot même qui les désigne provient de condota, le contrat qui les lie à une cité-État. Tout est écrit. La durée, la solde, les obligations, les conditions de rupture. Le condottière n'est pas un chevalier au service d'un seigneur, il est un chef militaire au service d'un client, et son allégeance peut changer lorsque le contrat se termine. Cette mobilité, cette logique commerciale donnent à ces hommes un statut ambigu. Ils ne servent pas par fidélité mais par intérêt. Pourtant, leur compétence est telle que les cités rivalisent pour s'assurer leur service. Les condottières se déplacent avec leur compagnie, des troupes souvent composées d'hommes expérimentés ayant servi dans plusieurs guerres. Beaucoup sont des mercenaires de professionnels, habitués aux campagnes, aux marches éprouvantes, aux sièges interminables. Ils voyagent d'une cité à l'autre, attirant la curiosité, la crainte ou l'admiration des habitants. Leur arrivée dans une ville est un spectacle. Des chevaux armurés, des étendards colorés, des hommes en cuir ou en fer, des vivandières, des forgerons, des chariots d'armes. La réputation des condottières se construit autant sur les victoires que sur la ruse. Certains sont connus pour leurs manœuvres rapides,
d'autres pour leur capacité à éviter les batailles inutiles, d'autres encore pour leur talent de négociateurs. Dans un monde où les cités ne veulent pas épuiser leurs forces, les condottières inventent un style de guerre fait de mouvements, de sièges, d'intimidation. Les batailles rangées, trop coûteuses, sont souvent évitées. Les guerres deviennent des exercices de patience où l'on cherche à gagner sans combattre. Certains condottières deviennent de véritables célébrités. L'un d'eux, Braccio da Montone, est célèbre pour sa discipline et sa stratégie implacable. Un autre, Muzio Attendolo Sforza, commence comme simple soldat avant de devenir un chef respecté, fondant une dynastie qui dominera Milan. D'autres encore, comme Colleoni, acquièrent une réputation telle que les villes leur érigeront des statues après leur mort. Ces hommes incarnent une vision nouvelle du pouvoir, un pouvoir fondé non sur la tradition ou la noblesse, mais sur le talent et la force. Leur influence dépasse largement le champ militaire. En prenant la tête d'armées entières, les condottières acquièrent des richesses considérables. Ils reçoivent des terres, des châteaux, parfois même des titres. Ils deviennent des seigneurs, des princes, des gouverneurs. Certains règnent sur des villes entières, apportant parfois plus de stabilité que les factions en conflit. Leur pouvoir, bien que né dans la violence, peut devenir un facteur d'ordre. Ils savent que, pour maintenir leur position, ils doivent offrir paix et prospérité aux populations qu'ils gouvernent. Mais ce pouvoir est fragile. Un condottière vit au rythme des contrats. Une défaite, une trahison, un retournement d'alliance peuvent tout détruire. Les villes qui les emploient se méfient entre eux autant qu'elles en dépendent. On surveille leurs ambitions. On limite leur influence. On joue parfois un condottière contre un autre pour éviter toute concentration de pouvoir. Le jeu politique devient un échiquier complexe où les cités et les capitaines s'observent, se défient et se manipulent. Dans ce paysage mouvant, les condottières deviennent aussi des acteurs culturels. Leurs palais se couvrent de fresques, leurs cours attirent des artistes, des poètes, des architectes. Ils veulent laisser une trace dans l'histoire, non seulement comme chefs de guerre, mais comme mécènes. Leur goût pour le prestige participe à l'essor artistique de l'Italie. Certaines œuvres majeures de la Renaissance trouvent leurs origines dans les ambitions d'un condottière désireux d'écrire sa gloire dans la pierre ou la peinture. Le style de vie des condottières fascine autant qu'il inquiète. Ils organisent des banquets, des tournois, des négociations secrètes. Ils vivent vraiment dans un mélange de rigueur militaire et de luxe ostentatoire. Leur entourage est fait de conseillers, de soldats loyaux, de nobles opportunistes, de lettrés ambitieux. Cette cour itinérante, mouvante, reflète l'instabilité de leur pouvoir. Pourtant, malgré leur importance, les condottières ne sont pas les seuls acteurs militaires de l'Italie médiévale. Les cités-États elles-mêmes apprennent à former leurs propres capitaines, à organiser des milices plus disciplinées, à structurer leurs forces. Mais les condottières restent indispensables dans les moments de crise, lorsque la ville doit affronter une menace extérieure ou un ennemi interne. Leur rôle devient encore plus crucial lorsque les grandes puissances d'Europe commencent à s'intéresser à l'Italie, voyant dans ses richesses un butin tentant. Dans ce contexte, les condottières ne sont pas seulement des chefs de guerre pour les cités italiennes, ils deviennent parfois des outils pour des royaumes étrangers. Leur loyauté, malléable, attire les rois français, les ducs autrichiens, les souverains espagnols. Ces puissances utilisent donc les condottières pour intervenir en Italie, ajoutant une nouvelle couche de complexité aux rivalités internes. L'Italie devient un terrain d'influence multiple, où les condottières jouent un rôle d'intermédiaire, de tacticien, parfois même de diplomate. Leur importance atteint son apogée au moment où l'Italie, encore fragmentée, doit faire face à de nouvelles menaces. Les cités-États comprennent qu'elles ne peuvent compter indéfiniment sur des armées externes pour leur survie. Elles cherchent des alliances plus solides, des gouvernements plus centralisés, des forces plus stables. Certaines familles, au sommet de leur influence, commencent à se transformer en dynasties régnantes. Elles comprennent que pour gouverner durablement, elles doivent contrôler non seulement les institutions civiles, mais aussi l'armée. Et c'est dans cette transition, dans cette quête de stabilité, que l'Italie verra émerger des gouvernements plus durables, souvent nés de l'ombre des condottières eux-mêmes. Mais avant cela, une autre force, tout aussi déterminante, se déploie dans le sud de la péninsule. Une force venue de loin, mêlée de traditions normandes, arabes, byzantines et latines. Le royaume de Sicile, dont la cour singulièrement cosmopolite, transformera la Méditerranée en un espace de rencontre et de pouvoir. Alors que les cités du nord et du centre de l'Italie s'arment, commercent, tissent des alliances et des rivalités, un autre monde se déploie au sud. Un monde qui ne ressemble à aucun autre dans la péninsule.
Là, la Méditerranée n'est pas seulement une route commerciale, elle est une mer de cultures qui se rencontrent, s'affrontent, se métissent. C'est dans cet espace en perpétuel mouvement que se forme l'un des royaumes les plus fascinants de l'histoire médiévale, le royaume de Sicile, forgé par les Normands, enrichi par les Arabes, encadré par les Byzantins et façonné par l'érudition latine. Une monarchie où les langues se croisent comme les vents, où les palais ressemblent à des carrefours de monde, où l'art, la politique et la diplomatie se mêlent à une profondeur rarement atteinte ailleurs. L'arrivée des Normands en Italie du Sud, au XIe siècle, n'a rien d'un plan impérial. Ils viennent d'abord en petits groupes aventuriers venus de contrées lointaines, habitués au combat et à la négociation. Ils vendent leur épée à qui veut d'eux, servent tour à tour les princes lombards, les byzantins, les communautés locales en quête de protection. Ce sont des hommes de guerre, mais aussi des hommes d'opportunité. Et l'Italie du Sud leur en offre beaucoup. Des terres divisées, des seigneurs querelleurs, des villes isolées, des royaumes affaiblis. Ce désordre devient une chance. Peu à peu, les Normands s'installent, se marient localement, obtiennent des titres. Ils bâtissent des forteresses, imposent leur autorité, puis unissent en les régions qu'ils conquièrent. L'un de leurs chefs, Roger II, parvient à faire ce que ni les Lombards, ni les Byzantins, ni les Arabes n'avaient sans réussi à accomplir: unifier toutes les terres du sud, de la Calabre à la Sicile. En 1130, il est couronné roi de Sicile, donnant naissance à un royaume à la fois solide et profondément hybride. Ce royaume, grâce à sa position géographique, devient un carrefour unique. À Palerme, les mosquées côtoient les églises, les mosaïques byzantines éclairent les palais, les langues s'entremêlent dans les rues. On parle arabe, grec, latin et parfois même des dialectes normands. La diversité n'est pas tolérée, elle est organisée. L'administration s'adapte. Des scribes arabes rédigent les documents fiscaux, des fonctionnaires grecs gèrent les affaires civiles, des conseillers latins servent à la cour. Cette coexistence étonnamment harmonieuse donne naissance à une forme de gouvernance presque moderne, où la compétence prime souvent sur l'origine. Roger II, conscient de l'importance de cette diversité, en fait une force. Il invite des savants de tout le monde méditerranéen à sa cour. Des géographes, des astronomes, des traducteurs et des juristes trouvent place dans ce royaume où le savoir circule librement. L'un des plus célèbres est Al-Idrissi, un géographe andalou qui, sous la protection du roi normand, réalise l'une des cartes les plus remarquables du Moyen Âge. Gravée sur une plaque d'argent, elle décrit le monde connu avec une précision étonnante, preuve de la richesse intellectuelle de la cour de Sicile. Cette cour, où se mêlent manquant des influences multiples, devient un laboratoire politique. Le roi tente de concilier les traditions normandes de justice, les systèmes fiscaux arabes, les cérémonies byzantines et les structures ecclésiastiques latines. Chaque influence trouve sa place dans un équilibre délicat. Le résultat n'est pas une synthèse parfaite, mais un mécanisme adaptable, souple et résilient. Le royaume gagne en efficacité administrative, en richesse commerciale, en prestige culturel. La Sicile, située au centre de la Méditerranée, profite pleinement de cette position. Les navires venus d'Afrique du Nord, d'Espagne, du Levant, d'Italie y font escale. Les ports de Palerme et de Messine deviennent des hubs où transitent des marchandises luxueuses: soieries, épices, perles, teintures rares, métaux précieux. Les marchands italiens, notamment ceux de Pise, Gênes et Venise, s'y installent, conscients de l'importance stratégique de ces routes. Le royaume normand, loin d'être isolé, devient un pilier du commerce méditerranéen. Cette prospérité attire aussi des convoitises. Le pape s'inquiète de la puissance croissante du roi de Sicile, qui ne dépend d'aucun empereur et revendique une autonomie totale dans les affaires ecclésiastiques. Les Byzantins rêvent de reprendre ces territoires qu'ils considèrent comme les leurs. Les Arabes, bien que affaiblis en Méditerranée occidentale, gardent un œil sur une île qu'ils ont gouvernée pendant des siècles. Le royaume normand n'est pas seulement riche, il est envié. Pour se protéger, Roger II et ses successeurs développent une armée efficace composée non seulement de Normands, mais aussi de mercenaires arabes, de cavaliers siciliens, d'archers africains. Cette diversité reflète la réalité du royaume, un patchwork de cultures qui coopèrent autant par nécessité que par intelligence politique. Les batailles sont rares, car le royaume préfère la diplomatie soigneusement tissée à la confrontation directe. Mais lorsque la guerre survient, elle est menée avec une urgence brutale, typique des peuples habitués à défendre un territoire convoité. Après Roger II, ses successeurs poursuivent de son œuvre, mais le royaume entre dans une période plus instable. Les influences extérieures se renforcent.
la dynastie normande finit par s'éteindre, laissant la place à une autre dynastie destinée à bouleverser l'équilibre politique de toute l'Italie, les Hohenstaufen, famille impériale allemande, qui parvient à s'emparer du royaume de Sicile grâce à un mariage habile. Cet événement change la nature du royaume. Il ne s'agit plus seulement d'un centre culturel et commercial, mais d'un pivot stratégique entre l'Empire et la papauté. C'est Frédéric II, le plus célèbre des Hohenstaufen, qui incarnera cette transformation. Né en Sicile, imprégné de sa diversité culturelle, parlant plusieurs langues, il deviendra l'une des figures les plus fascinantes du Moyen Âge européen. Sous lui, le royaume de Sicile devient un laboratoire politique et juridique, où s'expérimentent de nouvelles formes d'administration, de nouvelles lois, de nouvelles visions du pouvoir. Frédéric II, élevé au milieu des mosquées, des églises et des manuscrits arabes, incarne l'esprit cosmopolite du Sud. Pourtant, cette richesse culturelle ne peut masquer les tensions grandissantes. Le pape voit d'un très mauvais œil un empereur qui contrôle un royaume si puissant au sud de l'Italie. Les tensions entre la papauté et les Hohenstaufen s'intensifièrent, au point de transformer l'Italie en champ de bataille idéologique et militaire. Le royaume de Sicile, malgré son génie administratif et culturel, ne peut échapper à cette tempête. Lorsque Frédéric II disparaît, son empire commence à se fragmenter. Le royaume sera disputé par plusieurs puissances, perdant peu à peu son autonomie. Mais son héritage reste profond. La Sicile, normande puis impériale, aura été l'un des rares lieux en Europe où les cultures se sont réellement rencontrées, où les savoirs ont circulé librement, où la politique a su mêler la diversité à la cohérence. Son existence, même brève, montre que la Méditerranée médiévale pouvait être autre chose qu'un champ de conquête, un espace de dialogue, d'échange et de créativité. Et pourtant, ce dialogue, cette diversité sont bientôt menacés par la montée des ambitions impériales. Car tandis que le royaume de Sicile cherche son équilibre, une force ancienne, venue du nord, tente de renouer avec un rêve impérial oublié, celui des Hohenstaufen, prêts à refaire de l'Italie le cœur d'un empire. Une ambition qui, à son tour, bouleversera la péninsule entière. Lorsque le royaume de Sicile devient un foyer de culture, lorsque les Normands laissent derrière eux un héritage mêlé d'influences arabes, grecques et latines, l'Italie entière ressent les répercussions de cette singularité. Mais ce n'est pas seulement le sud qui se transforme. Dans le nord, un autre souffle se lève, plus ancien, plus vaste, nourri d'un rêve impérial que l'histoire n'a jamais complètement étouffé. Ce souffle vient d'Allemagne, des vastes territoires du Saint-Empire romain germanique, et porte un nom qui, pour des générations italiennes, incarnera autant l'ordre que la menace, les Hohenstaufen. Les Hohenstaufen n'entrent pas dans l'histoire italienne comme de simples souverains. Ils arrivent étôt comme des héritiers d'une idée, celle que l'Italie, avec ses villes prospères, ses terres fertiles, ses routes stratégiques, doit redevenir le cœur vivant de l'Empire. L'idée n'est pas nouvelle. Depuis Charlemagne, depuis Othon Ier, depuis ces souverains qui avaient retraversé les Alpes avec des armées jotins et des couronnes, l'Italie était restée un rêve impérial. Mais ce rêve s'était érodé dans le chaos des siècles. Les communes avaient pris leur autonomie, les cités-États s'étaient imposées, la papauté avait affirmé sa souveraineté. L'Empire n'était plus qu'une présence lointaine, un concept vacillant. Les Hohenstaufen veulent le restaurer, et parmi eux, l'une des figures les plus imposantes, les plus mystérieuses, les plus discutées de tout le Moyen-Âge surgit. Frédéric II, surnommé Stupor Mundi, l'émerveillement du monde, il est l'un de ces rares souverains qui semblent appartenir à plusieurs univers à la fois. Né à Palerme, élevé au milieu des langues et des traditions du royaume de Sicile, il n'a rien du prince germanique traditionnel. Il parle arabe avec aisance, correspond avec des savants juifs, échange avec des érudits latins, protège des poètes provençaux. Sa cour est un lieu de débat, d'expérience, d'invention. Pourtant, Frédéric II n'oublie pas son héritage impérial. Lorsqu'il devient empereur en 1220, il porte en lui deux ambitions: conserver et renforcer le royaume de Sicile, mais aussi restaurer l'autorité impériale sur l'Italie du Nord, ce territoire franc et indocile qui échappe depuis longtemps au contrôle germanique. C'est ici que commence la grande confrontation entre l'empereur et les cités italiennes, un conflit qui redessine la péninsule et marque durablement son histoire. Les communes italiennes, désormais sûres d'elles, ne sont pas prêtes à accepter un retour brutal de l'autorité impériale. Florence, Milan, Bologne, Crémone, Plaisance et tant d'autres villes, chacune avec ses institutions, ses privilèges, ses alliances,
voient comme dans l'ambition des Hohenstaufen une menace directe. Pour elles, l'Empire représente un pouvoir extérieur, arbitraire, qui pourrait briser des décennies d'autonomie chèrement acquises. Elles savent aussi que le soutien du pape peut leur offrir une protection. C'est ainsi que les anciennes divisions entre guelfes et gibelins, nées de rivalités locales et de convoitises familiales, trouvent un nouveau souffle. Les guelfes soutiennent la papauté, persuadés qu'un pape fort peut limiter l'influence impériale. Les gibelins, eux, voient dans Sant'Igio dans l'empereur un garant de stabilité face aux conflits internes des cités. Ce clivage déjà profond devient une fracture politique majeure qui traverse toute l'Italie. Frédéric II, malgré son génie politique, peine à imposer une autorité durable sur les cités du Nord. Il remporte des victoires éclatantes, notamment à Cortenuova en 1237, où il capture l'emblème sacré de Milan, le fameux Carroccio. Mais chaque triomphe est suivi d'une résistance opiniâtre. Les villes se relèvent, reforment des alliances, se consolident derrière leurs remparts. Ce qui est frappant, dans ce conflit, ce n'est pas tant la brutalité de la guerre que la détermination des cités. Chaque bataille est une démonstration de volonté. Les villes acceptent des sacrifices immenses pour préserver leur autonomie. Les sièges s'allongent, les campagnes sont ravagées, les routes se vident, mais les institutions communales restent debout. Elles incarnent une forme de liberté qui, même menacée, refuse de plier. Frédéric II le comprend. Il comprend aussi que, sans une stratégie politique raffinée, l'autorité militaire seule ne suffira pas. Il tente alors ce que peu d'empereurs ont tenté avant lui, une réforme administrative de grande ampleur. Il renforce le pouvoir royal en Sicile, centralise l'administration, codifie les lois, crée des structures de contrôle qui inspireront plus tard des États modernes. Son œuvre juridique, le Liber Augustalis, devient un modèle d'organisation étatique. Mais cette centralisation provoque des inquiétudes. Les barons siciliens se sentent menacés. La papauté, inquiète de voir un pouvoir si structuré s'étendre à ses portes, intensifie sa propagande contre lui. Le pape Innocent, IV, excommunie Frédéric II, puis encourage activement les communes à lui résister. L'Italie devient un échiquier où aucune victoire n'est durable. L'empereur, cependant, ne se laisse pas intimider. Il correspond avec les savants arabes, lance des réformes éducatives, écrit sur la fauconnerie, étudie la nature, encourage la médecine. Son royaume de Sicile devient un phare intellectuel. Cette activité culturelle, loin des champs de bataille, montre une autre facette de sa politique. Il veut construire un empire cultivé, structuré, moderne. Mais c'est précisément cette ambition qui effraie ses adversaires. Un empereur éclairé est plus dangereux qu'un conquérant brutal. Lorsque Frédéric II meurt en 1250, son œuvre reste inachevée. L'empire commence à se désagréger. Ses héritiers, incapables de maintenir l'équilibre subtil qu'il avait construit, se heurtent à la papauté, aux cités, aux ambitions étrangères. Peu à peu, les Hohenstaufen sont chassés d'Italie. Leur rêve impérial s'effondre, laissant derrière lui une péninsule encore plus fragmentée et plus turbulente. Mais leur influence ne disparaît pas. Les villes du Nord ont appris que leur autonomie pouvait résister à la plus grande puissance d'Europe. La papauté a renforcé sa capacité à manipuler les équilibres politiques, et le royaume de Sicile, marqué par les réformes impériales, reste un territoire stratégique où se joueront bientôt de nouvelles luttes. Le souffle de l'Empire s'est retiré, mais son ombre demeure. Et maintenant, dans cette Italie où pape, empereur, cité et royaume se confrontent, une institution ancienne revient au centre du jeu. La papauté elle-même, prête à défendre ses États, ses droits et son autorité spirituelle dans un monde où le religieux et le politique s'entremêlent à chaque instant. Le prochain mouvement de l'histoire italienne ne se fera pas sur un champ de bataille, mais dans les palais pontificaux, entre diplomatie, persuasion et pouvoir sacré. Lorsque les ambitions des Hohenstaufen se dissipent dans l'ère lourde du XIIIe siècle, lorsque les étendards impériaux se replient lentement au-delà des Alpes, un autre pouvoir, plus ancien et plus subtil, s'avance dans le vide laissé par l'effondrement de l'autorité impériale. Ce pouvoir n'a pas d'armée permanente, pas de murailles aussi vastes que celles des cités toscanes, pas de flotte comparable à celle de Venise ou de Gênes. Pourtant, il influence la péninsule avec une efficacité presque invisible, agissant par la parole, par la persuasion, par l'excommunication parfois, et par les alliances soigneusement tissées. Ce pouvoir, c'est la papauté. Et que Rome, au début du Moyen Âge, n'était qu'une ville affaiblie,
fragile, entourée de ruines et de champs infertiles. Mais au fil des siècles, le siège du pape devient un centre politique où la religion et la gouvernance se mêlent. La papauté apprend à manœuvrer, à observer, à influencer. Son autorité spirituelle lui offre une forme de pouvoir que ni les rois ni les empereurs ne peuvent revendiquer, celle de parler au nom du salut, d'orienter les consciences, de trancher des conflits en se réclamant d'une vérité supérieure. Après la mort de Frédéric II, ce pouvoir connaît un essor décisif. Les papes comprennent que l'effacement partiel de l'Empire ouvre un espace politique que beaucoup chercheront à combler. Les cités du Nord, déjà autonomes, ne veulent pas se soumettre à un nouveau maître. Les rois européens, français, allemands, aragonais, observent la situation avec des ambitions parfois dissimulées. Le royaume de Sicile devient un enjeu, la Toscane un carrefour stratégique, la Lombardie un champ de tension. Au milieu de cette mosaïque, la papauté se positionne comme arbitre, protectrice, médiatrice, mais aussi comme puissance territoriale consciente de sa fragilité. Car le pape n'est pas seulement un chef spirituel, il est aussi souverain des États pontificaux, un territoire vaste mais difficile à contrôler, où les villes sont souvent turbulentes, les seigneurs locaux ambitieux, les routes incertaines. Pour maintenir son autorité, il doit s'appuyer sur une diplomatie complexe, où chaque geste, chaque lettre, chaque rencontre peut devenir un acte politique déterminant. Les papes du XIIIe et du XIVe siècle sont des stratèges. Ils observent attentivement les rivalités entre cités, soutenant parfois les guelfes pour affaiblir l'influence ghibeline, parfois maintenant un fragile équilibre pour éviter qu'une ville ne devienne trop puissante. Cette diplomatie oscillante n'est pas une faiblesse, elle est la seule manière de préserver l'autonomie des États pontificaux sans attirer contre eux une vague de conquête. L'outil le plus puissant de cette diplomatie est l'excommunication. À une époque où la foi structure la société, être frappé d'excommunication n'est pas seulement une sanction religieuse, c'est une arme politique. Elle peut délégitimer un souverain, briser une alliance, provoquer une révolte. Frédéric II en a fait l'expérience. D'autres avant et après lui verront leur autorité s'effriter lorsqu'un pape décidera que leur conduite menace l'ordre chrétien. Mais la papauté ne se contente pas de brandir des menaces. Elle envoie des légats dans toute l'Italie, des hommes instruits, souvent des juristes capables de négocier, de convaincre, de superviser des élections communales, de résoudre des conflits. Ces légats deviennent les yeux et les mains du pape, tissant un réseau informel d'influence. Ils interviennent dans les affaires des cités avec une précision étonnante, jouant parfois un rôle décisif dans les règlements internes. Ce rôle diplomatique se manifeste particulièrement en Toscane, où les rivalités entre Florence, Sienne, Pise et d'autres cités atteignent une intensité rare. Florence, souvent guelfe, devient l'un des piliers du parti pontifical. La ville, riche et ambitieuse, en séquençant, comprend qu'une alliance avec le pape peut renforcer son statut face à ses rivales. En échange, la papauté trouve dans Florence un allié stable, capable de mener des campagnes militaires, de lever des fonds, des trains, d'imposer des réformes dans des régions où l'autorité pontificale est contestée. Cependant, cette alliance ne va pas sans contradiction. Florence, même guelfe, n'accepte jamais totalement la tutelle pontificale. Ses dirigeants savent que leur puissance repose sur leur autonomie. Lorsque les papes veulent que s'immiscer trop profondément dans les affaires internes de la cité, Florence résiste, parfois en douceur, parfois violemment. Cette tension, loin de l'affaiblir, donne à Florence une position singulière, celle d'une ville capable d'être à la fois fidèle et indocile, proche du pouvoir papal tout en préservant sa liberté. Dans d'autres cités, la situation est plus instable. Bologne, fidèle à Rome, devient un centre de droit canonique, influençant toute l'Europe par ses enseignements. Pise, Ghibeline, par tradition, ne cesse de contester l'autorité pontificale. Sienne oscille selon les conjonctures, cherchant à préserver sa prospérité et son indépendance. Dans chacune de ces villes, les factions internes utilisent l'appui du pape pour tenter de dominer la scène politique. Mais la papauté n'est pas toujours à son avantage. Au XIVe siècle, une crise profonde éclate avec le transfert de la cour pontificale à Avignon. Ce déplacement, voulu pour des raisons de sécurité et d'influence française, affaiblit l'autorité du pape en Italie. Rome se dépeuple, les États pontificaux se fragmentent, des seigneurs locaux prennent le contrôle de villes entières. L'absence prolongée du pontife crée un vide politique que plusieurs acteurs tentent d'exploiter. Lorsque les papes reviennent à Rome, ils trouvent une péninsule transformée. Les cités-États sont plus puissantes que jamais, certaines familles règnent déjà ouvertement,
Les condottières contrôlent des territoires et le royaume de Naples, héritier du royaume de Sicile, prend des formes nouvelles sous les dynasties angevines puis aragonaises. La papauté doit réapprendre à gouverner, à négocier, à imposer son autorité dans un environnement où rien n'est stable. C'est alors que les papes développent une politique plus directe. Ils cherchent à reconquérir leurs États, à écraser les seigneurs rebelles, à imposer des gouverneurs fidèles. Cette reconquête est longue, faite de campagnes militaires, de traités rompus, de sièges épuisants. Mais elle montre une ambition claire: faire de Rome non seulement un centre spirituel, mais un centre politique réel, capable de rivaliser avec les grandes cités du Nord. La diplomatie pontificale, ainsi, n'est pas un simple jeu d'équilibre. Elle devient une forme de gouvernance à part entière, où le pape doit jongler entre la sainteté que l'on attend de lui et la dureté que la politique exige. Cette tension se reflète dans les décisions, dans les alliances, dans les réformes. Elle crée des figures de papes guerriers, de papes administrateurs, de papes juristes. Cette période de recomposition aboutira à une nouvelle Italie, où la papauté s'affirme comme un acteur incontournable, mais jamais incontesté. Un pays où le pouvoir religieux s'entrelace avec le pouvoir civil, où les enjeux spirituels deviennent des outils diplomatiques, où les villes apprennent à s'organiser autour d'un centre romain parfois puissant, parfois fragile. Et bientôt, dans cette Italie recomposée, d'autres forces économiques se lèveront. L'économie, déjà au cœur des rivalités urbaines, jouera un rôle décisif dans la structuration des États et dans l'émergence des dynasties qui domineront la scène. Les échanges, les banques, les réseaux marchands continueront de modeler la péninsule, annonçant une nouvelle ère où la richesse deviendra une arme aussi redoutable que l'épée ou l'excommunication. Lorsque les papes, les empereurs, les seigneurs et les cités s'affrontent, négocient et se réorganisent, un autre fil, plus discret mais infiniment solide, continue de s'étendre à travers l'Italie médiévale. Ce fil n'a ni bannière, ni château, ni armée. Il ne conquiert pas par le fer, ni par la foi. Il conquiert par la circulation lente et constante des richesses, par la transformation des métiers, par l'organisation invisible des échanges. Ce fil, c'est l'économie, un pouvoir sans visage mais capable de remodeler des territoires entiers et de créer des royaumes là où il n'y avait auparavant que des communes ou des lignages rivaux. À partir du XIIIe siècle, l'économie italienne devient l'une des plus dynamiques d'Europe. Les villes, désormais solides et fières, produisent donc des biens qui circulent dans tout le continent. Les draps de Florence, les cuirs de Lucca, les armes de Milan, les verreries de Venise, les soieries de Gênes deviennent des marchandises prisées sur les marchés européens. Ce commerce ne se contente pas d'enrichir quelques marchands, il transforme l'organisation même de la société. Les corporations, d'abord simples groupements d'artisans, se transforment en institutions puissantes. Elles contrôlent non seulement la qualité des produits, mais aussi les règles du travail, les prix, la formation des apprentis. Dans certaines villes, ces corporations, les arti, jouent même un rôle politique direct. À Florence, par exemple, les grandes corporations tirent à les ficelles du gouvernement, imposant leur vision économique au cœur des décisions publiques. L'économie ne se contente plus de nourrir la ville, elle la gouverne. Mais ce pouvoir économique ne se construit pas uniquement dans les ateliers. Il se tisse aussi dans les banques. Les banquiers italiens, notamment florentins, siennois et génois, inventent des outils financiers qui révolutionnent les échanges. Les lettres de change permettent plus de transférer de l'argent sans transporter d'or. Les prêts aux souverains européens assurent l'influence italienne dans les cours étrangères. Les compagnies bancaires, véritables entreprises multinationales avant l'heure, ouvrent des succursales à Londres, Bruges, Paris, Barcelone, Avignon. Cette expansion transforme la position des familles marchandes. Leur horizon s'élargit. Elles ne pensent plus seulement à la ville, mais à l'Europe entière. Elles investissent dans des cargaisons, financent dans des expéditions, louent dans des entrepôts, recrutent comme des agents dans des villes lointaines. Leur réseau devient leur force. Leurs richesses s'accumulent non dans des coffres, mais dans des contrats, des alliances commerciales, en tout dos, des crédits alourdis par les intérêts. Elles ne possèdent pas la terre comme les seigneurs féodaux, mais elles possèdent donc les échanges. Et les échanges dont valent souvent plus que les terres. Certaines familles y s'imposent donc sont comme des forces incontournables. À Florence, les Bardi, les Peruzzi et plus tard les Médicis comptent des fortunes colossales. À Sienne, les Bonsignori créent un réseau bancaire qui rivalise avec les plus grands. À Gênes, les Spinola et les Doria financent des expéditions maritimes et achètent des comptoirs entiers. Ces familles moquantes ne règnent pas encore officiellement, mais leur pouvoir économique se transforme progressivement en pouvoir politique.
Ce phénomène s'accentue lorsque les cités-États comprennent que leur survie ne dépend plus seulement de leurs murs, mais aussi de leur capacité à contrôler les campagnes environnantes, les routes commerciales, les ports et les marchés. L'économie devient un instrument territorial. Une ville prospère cherche à dominer les campagnes fertiles qui l'entourent pour assurer son approvisionnement. Elle impose des taxes, supervise les foires, contrôle les ponts et les péages. Ce contrôle économique finit par dessiner les contours de véritables petits royaumes. Ainsi naissent les signories, ces gouvernements seigneuriaux qui, progressivement, remplacent les anciennes institutions communales trop instables. À l'origine, il ne s'agit que de magistratures temporaires confiées à un homme jugé capable de garantir l'ordre. Mais dans un climat de rivalité commerciale et politique, ces charges deviennent vite des fondations dynastiques. L'économie, en concentrant la richesse, prépare la concentration du pouvoir. C'est dans ce contexte que les grandes familles urbaines commencent à régner. Elles n'imposent pas leur autorité par la force brutale, mais par leur capacité à stabiliser les finances, à attirer les marchands, à financer des armées privées et des travaux publics. Leur légitimité naît de la prospérité qu'elles offrent. Une ville en paix, une ville riche, une ville où les marchés fleurissent et où les artisans travaillent sans interruption, acceptent plus volontiers l'autorité d'une famille qui garantit cet équilibre. Les exemples se multiplient. À Milan, les Visconti utilisent leurs richesses pour lever des armées redoutables, engager les meilleures condottières et soumettre les villes voisines. À Mantoue, les Gonzaga soutiennent la production agricole et attirent sur les artistes, faisant de leur cour un centre culturel rayonnant. À Ferrare, les Est transforment progressivement leur domination économique en domination politique, créant un duché respecté et relativement stable. À Florence, enfin, les Médicis, encore banquiers, commencent à étendre leur influence à la politique, finançant les œuvres publiques, soutenant les artistes, consolident un réseau d'alliances. Dans toutes ces évolutions, l'économie joue un rôle déterminant. Elle n'est pas seulement un moteur de richesse, elle devient un outil de souveraineté. Celui qui contrôle les flux de marchandises contrôle la ville. Celui qui contrôle la banque contrôle les alliances. Celui qui contrôle les routes contrôle la guerre. Ainsi, l'Italie médiévale voit émerger non pas des royaumes fondés sur la naissance ou la conquête, mais des États fondés sur la richesse organisée. Ce pouvoir économique transforme également la culture. Les villes riches financent les arts, les sciences, les lettres. Les universités se développent, notamment à Bologne, Padoue, Naples. L'éducation devient un outil politique. Former des juristes, des notaires, des diplomates permet de renforcer l'administration et d'imposer des lois plus sophistiquées. Les humanistes commencent à traduire les textes anciens, redécouvrant les auteurs grecs et latins. Cette renaissance intellectuelle n'était pas un phénomène spontané. C'est le produit direct de la richesse urbaine. Les marchés eux-mêmes deviennent des lieux d'échange, non seulement matériels, mais aussi linguistiques et culturels. Les marchands qui reviennent du Levant apportent des récits, des cartes, des techniques nouvelles. Les artisans inventent de nouveaux styles, de nouvelles méthodes de production. Les architectes, financés par les signories, érigent des palais qui sont autant des symboles de pouvoir que des espaces de vie. L'économie modèle les mentalités autant que les villes, mais cette prospérité a un revers. La richesse attire les convoitises. Les rivalités entre cités s'exacerbent à mesure que les enjeux économiques croissent. Les routes commerciales deviennent des lignes de fracture. Les alliances économiques deviennent des prétextes à la guerre. Les condottières trouvent dans ce contexte des opportunités sans fin. Certains seigneuries trop ambitieux provoquent des crises financières qui entraînent dans des révoltes. D'autres, trop prudents, perdent leur pouvoir face à des familles plus audacieuses. La stabilité que l'économie apporte n'est jamais totale. Elle peut se transformer en déséquilibre en un instant. Une faillite bancaire, une mauvaise récolte, une guerre commerciale, un siège prolongé peut renverser un gouvernement entier. L'Italie vit ainsi dans un équilibre fragile, où la richesse est à la fois bénédiction et menace. Cet équilibre conduira l'Italie vers sa prochaine transformation, l'avènement de dynasties urbaines puissantes, capables d'unifier durablement leur territoire et d'inscrire leur nom dans l'histoire. Des dynasties qui, issues du commerce, des armes ou de la politique, deviendront les véritables maîtres de la péninsule. Une nouvelle génération de dirigeants prêts à ériger des palais, à financer des artistes, à conclure des traités, et parfois à mener des guerres pour transformer des cités en États. Lorsque l'économie transforme les cités italiennes en puissances urbaines,
lorsqu'elle concentre la richesse dans les mains de quelques familles, lorsqu'elle organise les territoires autour des routes, des marchés et des banques, un autre mouvement commence à prendre forme, lentement d'abord, puis avec une évidence presque irrésistible. Les villes, fatiguées des querelles internes, des factions rivales, des condottières imprévisibles, cherchent une stabilité durable. Elles veulent un gouvernement qui ne change pas tous les 6 mois, une autorité capable de négocier, de construire, de protéger. Ainsi naît une nouvelle forme de pouvoir. Les dynasties urbaines, ces familles qui transforment leur influence en souveraineté, leurs palais en sièges d'État, leurs ambitions en histoire longue et souvent tumultueuse. Ces dynasties ne surgissent pas du néant. Elles sont les héritières de siècles de conflits, d'alliances, de prospérité marchande et d'administration communale. Elles émergent d'un terreau fertile où l'intelligence politique, la maîtrise financière, le commandement militaire et la capacité à tisser des réseaux se mêlent intimement. Elles ne règnent pas par droit divin, mais par habileté, calcul, parfois chance. Leur pouvoir repose sur une légitimité silencieuse, celle d'offrir la paix là où il n'y avait que l'instabilité. Dans cette évolution, Milan ouvre souvent la voie. La cité lombarde, riche, turbulente, stratégique, est l'une des premières à se tourner vers une famille capable d'imposer l'ordre, les Visconti. Ils apparaissent au XIIIe siècle comme de simples podestats appelés pour arbitrer des conflits. Mais rapidement, grâce à une maîtrise rare de la diplomatie et de la force, ils s'imposent comme seigneurs héréditaires. Les Visconti comprennent que pour régner sur Milan, il faut d'abord contrôler la Lombardie. Ils construisent des alliances, recrutent les meilleures condottières, étendent leur influence sur les villes voisines. Leur ambition devient territoriale. Leur palais, le Castello Sforzesco, embelli plus tard par leurs successeurs, symbolise cette volonté. C'est une forteresse autant qu'un centre de pouvoir, un lieu où la politique et la guerre se rencontrent. Non, les Visconti ne cherchent pas seulement à gouverner, ils veulent bâtir un État. Sous leur règne, Milan s'étend, devient une puissance redoutée, une ville où l'ordre et l'opulence se mêlent dans une tension permanente. Mais Milan n'est pas la seule cité à voir une dynastie émerger. À Ferrare, les Estes, famille ancienne mais longtemps divisée, parviennent à stabiliser leur pouvoir. Ils transforment leur cité en un duché élégant, accueillant des artistes, des poètes, des architectes. Leur cour devient un lieu raffiné où la culture n'est pas un luxe mais un instrument politique. Les Estés comprennent que la beauté peut être une forme de souveraineté, que l'art peut cimenter un territoire autant qu'une armée. À Mantoue, les Gonzaga suivent une dynamique similaire. Ils s'appuient sur une organisation territoriale solide, favorisent l'agriculture, construisent dans l'entrainte des palais, commandent rarement des fresques. Leur règne est fait de prudence stratégique et d'intelligence diplomatique. Mantoue, pourtant petite, parvient à exister dans un équilibre de forces fragiles, protégé par la réputation de ses dirigeants. Ces dynasties, bien que diverses, partagent des caractéristiques communes. Elles savent utiliser l'économie comme une arme. Elles financent d'excellence des mercenaires pour défendre leur territoire, mais aussi des ateliers pour produire des biens de prestige. Elles transforment les impôts en investissements, les relations commerciales en alliances politiques. Elles règnent avec une conscience aiguë de la fragilité de leur pouvoir, et c'est cette conscience qui les pousse à renforcer leurs structures administratives, à encourager les arts, à soigner leur image. Mais aucune dynastie n'incarne mieux cette transformation italienne que les Médicis de Florence. Les Médicis ne naissent pas seigneurs, ils ne portent pas un nom ancien imposé par des siècles d'histoire. Ils émergent du monde marchand, précisément de l'art de la banque. Leur richesse leur vient non pas de la terre, mais de leur capacité à organiser les finances de l'Europe. Prêt au roi, gestion des revenus du pape, investissement dans les échanges internationaux. Leur pouvoir économique se transforme progressivement en pouvoir politique. Cosme l'Ancien, premier grand stratège de la famille, comprend que pour régner sur Florence, il ne faut pas être tyran visible, mais force constante. Il soutient les institutions tout en les orientant. Il finance des œuvres publiques, des églises, des bibliothèques. Il aide les guildes, secourt les familles en difficulté, maintient un équilibre subtil entre les factions. Florence, sous lui, respire mieux, se reconstruit, s'enrichit encore. Il n'est pas un seigneur proclamé, mais un régisseur officieux, un protecteur dont la discrétion est son meilleur atout. Son petit-fils, Laurent de Médicis, dit le Magnifique, pousse cette logique à son sommet. Sous son règne, la Florence des arts éclot.
Michel-Ange, Botticelli, Policien, Marcille Ficin, tant d'autres trouvent appui, conseil, financement dans la maison Médicis. La culture devient un outil diplomatique, une manière de rayonner, d'affirmer une grandeur qui dépasse celle des armes. La ville devient un symbole, une image éclatante de ce que l'Italie peut produire lorsque l'économie, la politique et l'art se rejoignent. Cependant, la montée des dynasties n'est pas un long fleuve tranquille. Leur pouvoir suscite jalousie, révolte, complot. Les Médicis eux-mêmes sont chassés, puis rappelés, puis de nouveau contestés. Les Sforza, héritiers des Visconti à Milan, connaissent que des guerres incessantes. Les Este doivent faire face à des pressions extérieures. Les Gonzaga équilibrent leurs alliances avec prudence. Rien n'est stable, mais tout se construit, pierre après pierre, sur un désir profond de continuité. Cette Italie des dynasties n'est pas encore l'Italie moderne. Elle reste fragmentée, diverse, plurielle. Chaque cité possède son identité, son style politique, sa mémoire, ses blessures. Mais une transformation s'opère. L'autorité se stabilise, les frontières se dessinent, les ambitions deviennent plus claires. La péninsule cesse d'être un terrain mouvant, entièrement livré aux rivalités et devient un ensemble d'États cohérents, chacun porté par l'énergie d'une famille qui a su comprendre son époque. Ces dynasties vont bientôt affronter des forces plus vastes encore, les monarchies européennes, désormais centralisées, les armées étrangères plus nombreuses, les ambitions impériales renouvelées. L'Italie entrera dans une nouvelle ère de conflits, d'invasions, de reconstruction. Mais au cœur de cette tourmente future, les œuvres, les lois, les palais et les idées nées sous les Visconti, les Este, les Gonzaga, les Médicis continueront de rayonner. Elles seront les fondations invisibles d'une renaissance qui, bientôt, fera de l'Italie non seulement un champ de bataille, mais le foyer d'une transformation intellectuelle et artistique qui marquera à jamais l'histoire du monde.